Bonjour et bienvenue dans le podcast Marketing Mania. Je reviens vers vous avec un nouvel épisode. Dans cet épisode, j'accueille Vincent Guyard de la chaîne Fire Life. Mais avant ça, j'ai une petite anecdote à vous raconter. C'est que récemment, il y a une journaliste qui a écrit un article. Et ces articles, ils sont écrits à peu près 2-3 fois par mois. C'est les meilleurs podcasts marketing à écouter pour les entrepreneurs. Et on a la liste des suspects habituels, dont en général Marketing Mania. Mais malheureusement, les journalistes aujourd'hui n'ont pas forcément le temps d'écouter les podcasts dont ils parlent ou en tout cas d'écrire une description qui est spécifique à leur article. Et donc, ils ont tendance pour les podcasts simplement à copier-coller la description qui est présente sur iTunes. Et après tout, pourquoi pas? Quelqu'un a déjà fait le travail à votre place. À cette occasion, je me suis rendu compte que la description du podcast Marketing Mania sur iTunes était absolument obsolète. Une description que j'avais écrite au lancement du podcast en 2015, où je racontais que le podcast Marketing Mania, c'était un podcast qui donnait des hacks marketing, etc. Ce qui n'est pas vraiment aujourd'hui ce que j'ai envie de faire sur le podcast. Aujourd'hui, ma vision du podcast, c'est vraiment que le podcast, il n'est pas là pour vous bourrer le crâne d'informations. La vérité, c'est qu'il y a plein de podcasteurs qui disent « Mon podcast, c'est le podcast avec des stratégies marketing applicables, des plus grands de leur domaine ». En vérité, le podcast, vous l'écoutez quand vous êtes dans les transports, quand vous êtes en train de faire le vaisselle. Vous n'êtes pas là avec votre carnet en train de prendre un maximum d'informations. Et je pense que ce genre de conseils extrêmement tactiques et extrêmement... voilà les 5 étapes pour faire du référencement, il a sa place sur Internet et je pense que des guides écrits ou des vidéos tutoriels, etc. le font très bien. Des formations vidéo, effectivement, sont généralement la meilleure manière de transmettre ce genre de compétences vraiment applicables. Le podcast, je pense, n'est pas forcément le meilleur format pour ça, ou en tout cas dans la manière dont moi j'écoute les podcasts et la manière dont j'ai envie de produire mon podcast. Et là où je pense que le podcast est extrêmement fort, c'est vous montrer des conversations et des nouvelles perspectives, des nouvelles manières de réfléchir à votre situation, des nouvelles idées, de donner cette inspiration. Et moi, j'ai beaucoup d'idées pendant que j'écoute un podcast, pendant que je suis en train de courir à la salle de sport, qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce que je suis en train d'écouter. En même temps, ça rebondit, ça crée des connexions avec mon business et j'ai des nouvelles idées comme ça. Mais ça ne me demande pas nécessairement d'écouter des podcasts qui sont comment vendre plus de formations via votre business sur YouTube, qui s'appliquent lettre pour lettre à ce que je suis en train de faire. Et c'est pour ça que j'ai écrit une nouvelle description pour le podcast Marketing Mania qui ne fait plus mention des hacks marketing. Et je vais vous la lire, elle est assez rapide et ça cadre bien la vision qu'on développe sur le podcast Marketing Mania depuis 1 an et demi. Ça fait quand même un moment que j'ai vraiment compris que c'était ça que je voulais faire, notamment après l'expérience que j'avais eue sur le podcast Nomad Digital. Et si vous n'avez jamais écouté le podcast Nomad Digital que j'ai fait avec Paul dans les années 2016-2017, c'est quelque chose qui est toujours absolument valable. Beaucoup de gens le découvrent et beaucoup de gens l'apprécient, donc j'aime bien le mentionner de temps en temps, parce que forcément, il n'est plus aussi mis en avant sur iTunes qu'il a été par le passé, mais c'est des thèmes de productivité, de mentalité, d'entrepreneuriat nomade qui restent toujours extrêmement valables. Ce podcast m'a appris aussi cette valeur de la conversation et de prendre un peu plus son temps pour discuter. Donc, la nouvelle description: entreprendre sur le web, ça fait rêver, mais vous ne connaissez personne qui a réussi. De quoi est-ce que les entrepreneurs parlent quand ils sont entre eux? Quelles sont les nouvelles techniques qui se refilent, mais dont le grand public n'entendra parler que dans 2 ans? Qu'est-ce qui compte vraiment pour réussir? Je vous fais rentrer dans le monde caché des entrepreneurs du web avec des invités qui sont pour certains connus, d'autres qui sont des étoiles montantes, certains qui ont des gros business, d'autres qui sont des loups solitaires. Tous sont fascinants. Donc c'est la nouvelle description qui résume exactement ce que j'essaie de faire dans le podcast, notamment avec l'épisode d'aujourd'hui, et c'est la transition vers mon invité du jour. C'est Vincent Guyard de la chaîne YouTube Fire Life. Vincent, c'est un ancien pompier de Paris qui aujourd'hui fait des vidéos YouTube où il partage ses défis. Ces défis, généralement, tournent autour de l'univers des pompiers, du sport, du dépassement de soi. Il a une audience qui est relativement petite par rapport à d'autres gens à qui on a pu parler, 16 000 abonnés, mais extrêmement fidèle. Il propose des programmes de préparation sportive pour les pompiers, il écrit un livre, mais surtout, il vit à fond son aventure de voyager à travers le monde, de voir les pompiers dans les différents pays. Il fait des défis incroyables comme suivre un coureur qui traverse la France en courant, et Vincent le suit en vélo, le filme. Le soir, ils arrivent dans une caserne de pompiers pour dormir. Le coureur s'écroule. Vincent passe la nuit à monter. Le lendemain, dès la première heure, il est de retour sur son vélo et jour au jour, il fait le documentaire sur le gars. Une manière totalement différente de faire levier sur la plateforme YouTube
pour réaliser des projets, pour réaliser sa vie, pour faire des trucs. Un gars qui a une mentalité totalement différente des entrepreneurs qui sont business pognon et qu'on a l'habitude d'entendre, y compris probablement moi, et que j'avais rencontré dans une rencontre organisée par Enzo Honoré, qui est aussi quelqu'un qui est passé plusieurs fois sur le podcast à Bangkok. J'avais rencontré Vincent il y a un moment, j'avais directement eu envie de l'amener sur le podcast et c'était à une période où je faisais moins d'interviews et ça m'a pris donc un moment de vous apporter cet épisode, mais je suis très content aujourd'hui de vous apporter l'épisode avec Vincent Guyard de la chaîne YouTube Fire Life. Qu'est-ce qui fait que tu te forces à faire une vidéo par jour? Parce que j'imagine qu'il y a toujours des jours où tu n'as pas envie de le faire, où tu n'es pas sûr d'avoir une bonne idée, ou, tu vois, donc il faut quand même que tu aies une bonne raison de le faire. Qu'est-ce qui fait que toi? Est-ce que c'est la routine, la répétition où tu es dedans et tu te dis, OK, bah, je le fais, tu vois? Qu'est-ce qui fait que tu te dis que tu vas le faire tous les jours? Je sais pas. Je pense que ça me permet d'être focus sur un objectif à court terme. Après, je pense qu'il faudrait plus que je vois un psy par rapport à ça, mais le fait de faire une vidéo par jour, c'est j'ai mon objectif de la journée, je le fais et en fait c'est créer, hein, tout simplement, c'est d'avoir quelque chose, de construire quelque chose comme beaucoup de gens disent, je sais plus qui cite ça, mais tu sais, tu construis une petite brique, puis à chaque jour tu mets ta petite brique et puis à la fin ça fait un mur et puis à la fin tu peux vivre dans ton château. Et j'ai l'impression de faire ça, tu vois, créer cette petite brique. Et puis, je sais pas, moi, j'adore regarder Moi, je suis un gros consommateur de YouTube. C'est pour ça que quand on me demande ce que je fais, j'aime bien dire que je suis YouTubeur parce que moi, je l'assume. Je suis à fond YouTube, je regarde plein de vidéos YouTube. J'essaie de regarder comment ça fonctionne pour faire au mieux. Et donc, du coup, je consomme beaucoup de vidéos sur YouTube. Et il y a des jours où je suis devant mon portable et il n'y a pas de vidéo. Et ça m'ennuie, en fait. Et j'ai pas envie que mon audience s'ennuie. Et en proposant une vidéo par jour, bah, je sais que quand ils sont, je sais pas, n'importe, le matin en train de déjeuner et qu'ils veulent regarder une vidéo, il y aura toujours une vidéo de moi qui les attend, qu'ils auront pas vu quelque part, quoi. Donc c'est un peu ce délire-là. Après, j'ai des idoles un peu, enfin les idoles, et ça, maintenant les temps changent, mais à l'époque c'était Casey Neistat qui faisait une vidéo par jour. Ouais. Et quand moi je regardais ça, j'étais fasciné, je trouvais ça trop bien que le mec il trouve le temps de faire une vidéo par jour. Et en ce moment, c'est Gary Vee. Et c'est un peu lui aussi qui me motive à faire une vidéo par jour parce qu'il le dit toujours, il faut faire du contenu tout le temps, il faut faire tout le temps du contenu. Et moi, j'aime bien cet état d'esprit de créer tous les jours. Tous les jours créer. La grande différence entre les deux, c'est quand même que Casey faisait lui-même son montage. Exactement. Gary Vee, il ne fait pas son montage. Ça fait une grande différence. On parlait tout à l'heure de publication. Moi, j'ai un rythme de publication assez lent. Qui du coup effectivement tu vois, chaque vidéo a vraiment un enjeu. La prochaine vidéo que je suis en train de faire, la pression qui sera probablement publiée au moment où les gens vont découvrir, je suis parti sur une vidéo qui fait 40 minutes. Yes. Vraiment, et tu vois, c'est écrit ligne par ligne, etc. Donc ça m'a pris genre 5 jours d'écrire la vidéo, tu vois. Et là ça fait une semaine que Arnaud est en train de faire le montage. C'est vraiment costaud au niveau du boulot qu'on met dans la vidéo. Et donc, du coup, je suis curieux de voir comment toi, parce que du coup, j'imagine que si tu fais une vidéo par jour, il faut que tu fasses toi-même le montage, il faut que tout soit bien intégré. Comment tu t'organises? C'est quoi ton process de dire, OK, ce soir, il y a une vidéo qui sort? Parce que moi, je peux dire, même avec mon équipe, je pense qu'en une journée, le process qu'on a fonctionne pas en une journée, tu vois. Le temps d'écrire, le temps d'enregistrer. Donc, je suis curieux de voir comment toi, ça fonctionne et comment est-ce que tu mets en place les trucs pour t'assurer que tu pourras faire le montage rapidement. Comment est-ce que tu calcules ça? Déjà, j'ai choisi une horaire qui est gérable, c'est-à-dire que mes vidéos, elles sortent à 21h tous les jours, ou si je fais un live, c'est le live à 21h. Donc du coup, déjà, je sais que j'ai toute la journée pour faire la vidéo. Tu vois, 21h, c'est quand même un horaire avancé dans la journée. Tu vois, c'est pas 17h où tu te lèves à 10h, ça y est, t'as 7h pour faire ta vidéo. 21h, c'est gérable. Ensuite, faut savoir que comme je fais 2 ou 3 lives par semaine, donc c'est des lives... donc du coup je fais pas de vidéo pendant cette période-là, donc c'est-à-dire que par exemple, là ce soir il y a une vidéo qui sort, mais je l'ai faite hier. Et donc c'est-à-dire que demain, mercredi, à 21h je fais un live, c'est-à-dire que là je suis tranquille jusqu'à jeudi 21h. Parce que mercredi c'est un live, et ce soir la vidéo elle est programmée. Donc du coup tu vois, ça me laisse quand même 2 jours, tu vois, je m'organise en fonction de ça. Comme il y a des lives, disons que c'est une vidéo live, mais... il y a des jours dans la semaine où j'ai pas à faire de vidéo, où du coup je ferai quand même des vidéos mais avec plus de montage, parce que j'aurai 2 jours du coup. Donc déjà je m'organise comme ça. Après souvent j'ai les idées avant. Moi je pense que de toute façon je pense que t'es comme moi,
Les créateurs de contenu pensent un peu pareil, c'est qu'une fois que tu as commencé, bah, ton cerveau, tu penses qu'à ça tout le temps et ton cerveau bouillonne d'idées. Donc des idées, j'en ai à gaver. En plus, j'ai une thématique. Bon, après, ma chaîne, c'est Vincent Fire Life. Donc il y a le côté pompier, mais il y a le côté Vincent. Donc je parle aussi beaucoup de voyage, enfin le voyage, j'en parle pas, mais je le vis. Enfin, c'est souvent, je suis avec mon vélo et je vais d'un point A à un point B. C'est surtout des vlogs voyage. Il y a beaucoup de pompiers, donc ouais, il y a l'actualité, il y a des spécialités, il y a les pompiers que je rencontre, les pompiers font des compétitions entre eux, il y a plein, le pompier, il y a vraiment énormément de sujets. Tu vois, la vidéo de ce soir, j'appelle une abonnée qui fait mon programme d'entraînement et elle veut rentrer officier, elle veut rentrer capitaine. Bah, c'est super pour moi parce que j'ai pas l'occasion de rencontrer beaucoup de jeunes qui veulent rentrer officier, donc j'ai posé plein de questions, blabla, et donc du coup ça sera la vidéo de ce soir. Comment devenir capitaine ou comment se préparer pour devenir capitaine, tu vois. Donc il y a tellement de choses à dire que j'ai tout le temps des idées. Et encore là, comme je te dis, comme en France, je suis tout le temps dans les casernes à droite à gauche. Je regarde pas Internet, mais quand je suis à l'étranger, bah, je regarde l'actualité. En ce moment, il y a des feux de forêt, bim, bah, je peux prendre un feu de forêt, regarder ce qui se dit sur ce feu de forêt, ou un feu d'habitation, je regarde ce qui s'est dit, et du coup, je peux vulgariser, traduire un peu pour ma chaîne YouTube en expliquant pourquoi les pompiers sont intervenus comme ça, comment ils ont fait en fait. Et du coup, ça fait aussi du contenu. Et en plus, c'est du contenu qui marche un peu plus parce que c'est de l'actualité, tu vois. Du coup, quand tu dis d'ailleurs une vidéo par jour, c'est 7 jours par semaine? 7 jours par semaine. Ouais. C'est-à-dire 5 vidéos par jour avec 2 lives. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. 5 vidéos par semaine. Tous les jours à 21h, ouais. Tous les jours à 21h, il se passe un truc. Et ouais, donc du coup, ce qui est intéressant là, c'est que tu as différents formats. Bah, je pense qu'un des grands éléments qui fait que moi je publie aussi rarement, c'est qu'en fait, j'ai vraiment sur ma chaîne YouTube principale, j'ai un seul format vraiment sérieusement qu'on fait, qui sont les formats d'analyse sur lesquels je suis un peu toujours dans la surenchère. C'est-à-dire que avant, je pouvais faire une vidéo de 12 minutes. Aujourd'hui, j'écris une vidéo qui va durer 12 minutes. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est, tu vois, c'est trop petit. Tu vois, même l'idée, littéralement, j'y vais pas parce que je suis un peu dans la surenchère de. C'est dû aussi à mon format. C'est-à-dire que plus l'analyse est profonde, plus une vidéo d'analyse est bien. Et forcément, c'est compliqué de faire un truc qui est vraiment profond en seulement quelques minutes. Et donc, du coup, tu as un peu ce truc qui enfle. Mais comme il n'y a pas d'autres formats qui contrebalancent, ou comme nos autres formats sont sur d'autres canaux, bah, le podcast par exemple, on a maintenant une chaîne YouTube podcast qui pour le coup publie tous les jours, mais bon là je prends pas de fierté là-dessus parce que pour le coup là on a un process, mais je pense que l'idée si tu veux vraiment publier régulièrement, c'est aussi d'avoir différents formats qui te permettent d'avoir un levier stratégique, parce que si tu n'as qu'un seul format, tu n'as aucune marge de manœuvre. Si tout d'un coup, tu peux caler une interview, tu peux caler un truc d'actualité, tu peux caler un vlog, c'est clair. À la fois ça permet de varier ton contenu, et à la fois ça te permet de faire. Et c'est ça, pour le coup, tu vois, c'est vraiment un truc que j'ai pas fait l'effort de développer sur la chaîne. Tu vois, est-ce qu'on aurait pu faire un format de vlog, etc., qui pourrait être publié plus régulièrement parce que ça prendrait pas non plus autant de temps à faire. C'est un truc qui pourrait être intéressant en termes de fréquence de publication. Oui, mais de publication. Mais après, moi, en fait, moi, la toute base, quand je me suis lancé sur YouTube, c'était en 2007 et c'était pour juste stocker des vidéos. Tu vois, c'était juste ça l'objectif. Et en fait, j'essaye dans ma tête de me dire, c'est toujours cet objectif de juste stocker des vidéos. L'audience, elle est là, ils regardent, tu vois, ça grandit, ils regardent ce qu'ils font, ils commentent, ils like, ils dislike, ils partagent. Ils s'abonnent, mais tout ce que je veux, c'est juste publier. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est garder cette idée que j'avais à la base en 2007. YouTube, quand ça arrivait en France, c'était vraiment un moyen de partager des vidéos et c'était pas un réseau social. Ouais. Donc du coup, je veux toujours rester dans cette optique-là. Donc tu restes dans cette idée de te concentrer sur le processus de création plutôt que sur le résultat des gens qui vont les regarder. Voilà. C'est ça. Et en fait, quand tu parlais de faire différents formats, t'as beaucoup de youtubeurs qui sont enfermés dans leur format et qui aimeraient changer et qui n'y arrivent pas parce qu'ils ont peur ou parce que l'audience ne veut pas, hein, je sais pas. Moi, j'ai habitué mon audience à ça, à ce que ça soit toujours différent et que quand ils cliquent sur une vidéo, ils savent jamais sur quoi ils vont tomber. Mais c'est clair que quand, comme toi, ils sont habitués à un format, bah, ils risquent de ne pas aimer le deuxième format que tu as proposé. Et c'est là que les youtubeurs, la plupart du temps, créent une chaîne secondaire, quoi. Mais moi, c'est chose que je veux pas faire parce que créer une chaîne secondaire, bah, c'est avoir deux audiences. 2 vidéos par jour. Ah ouais, je meurs à la fin. Et du coup, c'est pour ça aussi que moi, mon audience, c'est bizarre à dire, mais j'ai l'impression d'avoir éduqué mon audience. Quand j'ai commencé à faire des vidéos sur le thème des pompiers, la plupart des gens me demandaient, mais comment on s'abonne? Ils ne savaient pas que YouTube, c'était un réseau social. Ouais.
Donc j'ai dû leur expliquer, on s'abonne, on fait comme ça, mais comment on laisse des commentaires, tu sais, parce qu'après tu défiles sur le portable et tu tombes sur plein de vidéos, et il faut aller encore tout en bas pour laisser des commentaires. Donc j'étais obligé de leur expliquer qu'il fallait scroller. Je faisais des tutos, comment ça marche YouTube en live, tu vois. Et donc du coup, après, ils se sont habitués à regarder mon format. J'écoute beaucoup de youtubeurs qui sont perfectionnistes, et dès qu'il y a un pop-up, tu sais, au niveau du son sur le micro, tu sais, dès que ça tape comme ça, tu sais, quand tu souffles sur le micro, et du coup, il y a toujours des textes genre, excusez-moi, ça pop et tout. Et donc du coup, moi, comme je vois ces youtubeurs qui sont très perfectionnistes dans le montage, tout ça, ben moi, j'essaie de le devenir, et quand il y a un peu de vent dans mon micro, ça me stresse. Mais mon audience, elle en a rien à faire, elle l'entend même pas qu'il y a du vent sur mon micro, mais c'est juste moi, parce que j'entends les youtubeurs, ils sont tellement perfectionnistes que je le deviens. Mais mon audience, si on m'entend pas trop, jamais j'aurai dans les commentaires, on t'entend pas, quoi. Ta vidéo, elle est pas quali, tu vois. Parce que et puis du coup, ils le comprennent, comme je fais une vidéo tous les jours, bah, ils savent très bien que je peux pas faire une vidéo chiadée avec des effets de ouf, tu vois. Moi, mon audience, elle le voit, ça. Il y avait une période où je faisais des vidéos, je fais toujours des vidéos sur un mur blanc. Il y avait un moment où il y avait un interrupteur qui était dans le cadre, et j'ai eu des commentaires. C'est dingue, ça. Oh, ouais, ton interrupteur me stresse, tu vois. Il était dans le cadre un peu sur le côté de la vidéo, là. Et en plus, c'est un interrupteur blanc sur un mur blanc. Il faut vraiment aller le chercher pour le trouver, tu vois. Alors que moi, ce genre de commentaires, je l'ai pas parce que comme mes vidéos, elles sont toujours un peu elles sont sur le pouce, tu vois, c'est le côté amateur, je pense, qui fait que les gens, ils aiment bien. Quand ça sera trop professionnel, tu vois, des fois, je me dis, j'aimerais bien avoir un studio, faire comme les youtubeurs, mais je suis quasiment sûr que si j'ai ça, ça plaira pas à la plupart partie de mon audience, parce que ce qu'ils aiment, c'est de me voir sur mon vélo, voyager, aller dans les casernes, tu sais, tout hésitant pour poser des questions, je sais pas, faire des petites... des vidéos sport, parce que je fais beaucoup de vidéos motivation. Mais c'est vrai que moi, comme c'est une diversité de contenu, bah, tout le monde me regarde. Je suis convaincu qu'il y en a qui regardent toutes mes vidéos, mais il y en a qui regardent que les vidéos qui les intéressent, tu vois. Ouais. Donc en fait, mon audience, si tu veux, ça se trouve, elle est divisée en plusieurs, et qu'il y a une audience qui regarde que ce type de contenu, une audience qui regarde que ce type de contenu, une audience qui regarde que ce type de contenu. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Je pense aussi que c'est le cas quand tu regardes beaucoup de youtubeurs qui font du contenu quotidien. Enfin, une des grandes références pour moi, c'est évidemment le king de YouTube, PewDiePie. Et c'est vraiment comme ça qu'en fait sa chaîne fonctionne. C'est du contenu quotidien, mais il y a différents formats qui sont récurrents. Il y a des formats où il va réagir à des memes, il y a des formats où il va faire un peu réagir à de l'actu, il y a des formats où il va faire du gaming. Et tu sens qu'en fait, il a une audience très large et que les gens, tu vas pas forcément regarder une vidéo tous les jours, mais tu vas rester en contact avec le truc, et différents formats vont plaire à différents types de personnes. Je sais par exemple que ma copine, elle déteste quand il y a une vidéo de gaming, tu vois, ça l'intéresse pas du tout, et donc elle clique pas dessus. Mais par contre, s'il va faire une vidéo un peu sur des memes et se marrer sur le meme review, elle va toujours regarder, tu vois. Et ça, je pense que ça joue aussi sur le fait de faire le contenu quotidien, qui est aussi les gens s'auto-sélectionnent, en fait. Ils s'auto-sélectionnent dans ce qu'ils ont envie de regarder. Versus si tu fais moins de vidéos et tu as un format plus monolithique, dans ce cas-là, tu auras une audience qui est potentiellement moins diverse, mais potentiellement, tu peux aussi mettre plus d'efforts sur où chaque vidéo va être un gros coup. Donc, c'est un peu un trade-off, mais qui, du coup, est intéressant en termes de réflexion sur le format, parce que plus tu vas avoir une chaîne qui publie moins souvent, moins tu peux prendre de risques aussi. C'est-à-dire que tu vas pas forcément, si tu sors relativement peu de vidéos, tu vas forcément tester des nouveaux formats un peu expérimentaux, parce que tu te dis, OK, je sors relativement peu de vidéos, il faut que chaque vidéo marche. Et donc, du coup, je vais approfondir ce format sur lequel je suis déjà bon et qui est déjà prouvé. Et inversement, plus tu publies souvent, plus tu as cette capacité de pouvoir expérimenter pour faire des trucs différents. Ce que je trouve ce que font en fait les meilleures personnes qui font du contenu quotidien. Parce que, tiens, la raison pour laquelle je trouve qu'un mec comme PewDiePie est intéressant, c'est qu'il s'est beaucoup renouvelé au fil du temps. Il a beaucoup changé le type de contenu qu'il faisait, et il faisait des trucs très différents de ce qu'il faisait à l'époque, parce que aussi il avait tout cet espace pour expérimenter, pour tester des trucs et pour itérer sur ce qui marche. Alors que personne qui fait du contenu quotidien mais qui fait la même vidéo tous les jours prend le risque de à la fois lasser son audience et lui-même de se retrouver dans un trou où en fait il n'a pas de porte de sortie parce qu'il a fait qu'un seul truc, et en plus il n'a pas vraiment d'espace pour expérimenter parce qu'il faut qu'il continue à faire ça. Je pense que... On a un bon exemple en France, enfin c'est en discutant que je m'en rends compte, c'est Olivier Roland, qui publiait une vidéo tous les jours, que je regardais, mais à la fin je regardais plus parce que ça traitait toujours du même sujet. Du coup, je pense que ça m'a lassé, je regardais plus, et lui il s'en rendait compte, et du coup maintenant il a arrêté de faire une vidéo tous les jours, donc il a réduit le format, il faisait des vidéos plus courtes,
Mais comme c'était... Moi, en fait, dès que je regardais une vidéo, les dernières vidéos, c'était souvent une répétition, mais dans un nouveau lieu, en fait. De ce qu'il disait, ce qu'il avait toujours dit et ce qu'il dit dans son livre. Du coup, quand tu connais le personnage, quand tu connais ses vidéos, quand tu regardes ses conférences, quand tu suis bien le tout, les vidéos, tu les connais par cœur, donc du coup, tu te lasses. Et c'est vrai que le fait de se diversifier dans le contenu, bah, ça rend le... Dès que tu tombes sur une vidéo, tu sais jamais sur quoi tu tombes. Et PewDiePie, moi, j'adore aussi pour ça, parce que, tac, tu regardes et puis tu te marres aussi. C'est du divertissement. Et puis tu t'attaches au personnage. Puis nous, on a un regard un peu... On fait des vidéos sur YouTube. Et on est entrepreneur. Lui, il fait des vidéos sur YouTube. Il est entrepreneur aussi, mais à une autre échelle. Du coup, c'est vachement intéressant, tu vois, parce qu'il partage quand même pas mal de choses. Et le fait de partager du contenu tous les jours, bah, tu t'ouvres beaucoup plus, en fait, parce que t'es un peu obligé de donner et de donner, vraiment donner beaucoup. Et les gens te connaissent plus, je pense. Et en fait, moi, ça m'a fait vraiment bizarre, parce que du coup, comme je te dis, je vis en France à partir d'avril, mai, juin. J'arrive en France et je rencontre des gens, donc je commence à leur dire, ouais, ce que j'ai fait en Asie, c'était trop bien. Ils disent, bah oui, je sais. Et en fait, ils connaissent ma vie limite mieux que moi. Je fais, ah oui, c'est vrai, j'ai fait une vidéo dessus, mais je pensais pas que je regardais toutes mes vidéos. Bah si, je regarde toutes tes vidéos. Ah ok. Bon, bah j'ai rien à t'apprendre alors. C'est trop marrant en fait. Les gens, ils te connaissent. Et là, je pense qu'il y a un bénéfice à tout ça. C'est que moi, sur ma chaîne YouTube, depuis le début, j'ai pas de haters. J'ai aucun commentaire négatif. Donc ça, j'ai plusieurs théories. Enfin, j'ai une théorie, je pense, que comme je fais du contenu tous les jours et que parfois c'est du contenu long, bah les haters, on va dire, ceux qui mettent des commentaires négatifs, bah regardent pas. Parce que c'est trop lassant d'avoir toujours une notification d'un mec tous les jours avec des vidéos qui durent 20 minutes, 40 minutes, 1 heure. Du coup, ces gens-là se désabonnent et du coup, ça fait un tri un peu sélectif, tu vois. Ça, c'est ma théorie. Et du coup, moi, mon audience, elle est vachement bienveillante, elle est vachement... Enfin, les commentaires que je lis, ils sont tous extra, quoi. C'est génial d'avoir une communauté comme ça. Et tu vois, un gars qui faisait du contenu tous les jours et qui avait des haters, c'était Antoine BM à ses débuts. Il y avait pas mal de gens qui étaient là tous les jours dans les commentaires pour dire rien, tu vois. Et pourtant, il faisait du contenu tous les jours et les gens le suivaient. Et tu sais pas trop la psychologie du truc et de dire je vais aller suivre ce mec et je vais vraiment poster un commentaire sur toutes ses vidéos pour le faire chier. Et moi, pendant très longtemps, j'en avais pas. Moi, je commence de plus en plus à... En tout cas, je vais avoir des gens un peu paumés, mais en fait, c'est plus un facteur de quand une vidéo devient virale et touche un peu de gens au-delà de ta communauté. Tu as des gens qui sont un peu paumés, qui viennent sur ta vidéo et qui te copie-collent le manifeste du Parti communiste, tu vois. Enfin, ce qui me fait beaucoup rire, parce que le truc, c'est que si tu milites contre le capitalisme, je veux bien, mais aller poster dans les commentaires d'un site YouTube qui appartient à Google... et te dire que tu fais une action politique. C'est rouge, c'est peut-être... tu vois, et de me dire, ah là là, le capitalisme, c'est pas bien. Je veux dire, t'es sur YouTube, t'es quoi? T'es sur un iPhone, tu postes ça n'a pas de sens. C'est clair. Et du coup, dans un Starbucks. Pour moi, le truc en soi... Mais du coup, moi, j'ai beaucoup de commentaires un peu le marketing, c'est que de l'arnaque, etc. Mais... c'est tellement à côté de la blague que du coup ça m'affecte pas tant que ça. Ça te fait rire limite. Moi ça me fait rire, des fois je vois des commentaires négatifs, tout ça. Au début quand j'ai commencé à faire mon programme d'entraînement, mais ça remonte, j'en avais quand même quelques-uns de gens qui me disaient ouais tu te fais de l'argent sur le dos des pompiers. Parce que je faisais des programmes pour aider les jeunes. Je fais un programme pour aider les jeunes qui veulent devenir pompiers. Tu vois, c'est un programme d'entraînement, un programme sportif. Et c'est trop marrant parce qu'avec du recul, maintenant, j'ai plus ce genre de commentaires, mais je pense que les gens ont compris que pour être youtubeur, il faut un business model, il faut gagner de l'argent. Mais à l'époque, les gens ne comprenaient pas forcément. Et moi, ça me fait rire parce que tu vois, c'est comme si tu disais à quelqu'un, mais toi, tu profites de l'obésité des gens pour vendre des régimes. Tu vois. Alors que y a un problème, toi t'es là, t'es peut-être la solution, tu peux peut-être apporter la solution aux gens qui ont ce problème. Et les gens ils disent ouais tu te fais de l'argent sur le dos des pompiers. Mais bah non, c'est juste j'ai créé un programme d'entraînement, je pourrais aider les personnes obèses, j'ai préféré aider les pompiers, c'est tout. C'était marrant ce genre de commentaire, mais je l'ai plus trop, je l'ai plus du tout même ce commentaire, parce que les gens, tu sais, il y a ce rapport à l'argent que les gens au début, mais pareil moi aussi j'ai jamais eu ce problème, mais j'ai toujours, quand j'ai dit c'était il y a 2 ans maintenant, quand j'ai commencé vraiment à faire mon programme d'entraînement et à le vendre, j'avais un peu peur de vendre sur Internet. Et au final, personne m'a rien dit, quoi. Tout le monde trouvait ça normal, tout le monde trouvait ça cool, et j'ai jamais reçu de commentaires négatifs. Donc c'est pour ça que j'ai un rapport à mon audience qui est très... je suis très proche d'elle, et puis comme je fais des lives, je fais 2 ou 3 lives par semaine, où je discute pendant 1 heure avec les gens qui viennent sur le live, je suis très proche d'eux. Quand je suis sur mon vélo à parcourir la France, souvent c'est eux qui m'hébergent, je vis avec eux, je les rencontre.
Je donne beaucoup. La plupart de mes abonnés deviennent des amis, tu sais, parce que ceux que je rencontre, après, une fois que je les ai rencontrés, bah, ils sont dans mon cercle intime, donc on s'envoie des messages. Donc, comme je donne beaucoup et que je me livre sur. Je sais pas, j'ouvre beaucoup mon cœur et j'ai partagé toute ma vie sur YouTube. Bah, je pense que les gens me connaissent et du coup, une fois que les gens te connaissent, ils ont du mal peut-être à te détester. Après, je te dis ça parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Je pense que si je fais deux, trois vidéos qui buzzent un peu comme toi et que d'un coup, mon audience, elle se retrouve à doubler, quadrupler, tout ça, je sais pas. Mais là, pour le moment, mon audience, elle est vachement, vachement cool. Et c'est limite pour ça que j'ai pas envie que ma chaîne, elle augmente trop vite. Parce que je kiffe, tu vois. J'ai pas de commentaires négatifs. Dès que je fais une vidéo, les gens kiffent. C'est que du plus, tu vois. Que le jour où j'aurai un peu plus d'abonnés et que à chaque fois que je poste une vidéo, que les commentaires, j'ai plus trop envie d'y aller parce qu'il y a des commentaires négatifs, c'est sûr que ça démotive un peu. Tu vois, pour reprendre ce que tu disais sur Antoine BM, pareil, j'ai certainement ma vision du truc, c'est qu'Antoine BM, il a commencé très jeune. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc du coup, je pense que ceux qui commentaient négativement avaient un âge plus ou moins proche de lui. Alors que moi, disons que maintenant, je vais sur mes 31 ou 32, je sais plus, 87, je suis né en 87. Et tu vois, je suis un trentenaire, j'ai vécu pas mal de choses. Quand tu vas sur ma description de mes vidéos, il y a un peu mon histoire de ce que j'ai fait dans ma vie. Et encore, il faut que je rajoute parce qu'il y a encore plein de trucs à rajouter. Mais du coup, je pense que les gens qui se renseignent un peu sur ma vie, ils comprennent que j'ai un mode de vie particulier. J'ai fait des courses longue distance, j'ai fait, tu sais, j'ai fait plein de trucs. Et du coup, ce qui fait que les gens, ils ont peut-être plus de mal à me critiquer dans le sens, ouais, bah, en fait, lui, il a fait plein de trucs. Alors qu'Antoine BM, comme c'était quelqu'un de jeune, bah, c'était qui, toi, pour m'apprendre la vie? Tu vois? C'est ce que je veux dire? Ouais, mais le côté de t'es qui pour m'apprendre la vie? C'est mon point de Donc vue. ma Après, réaction moi, c'est Antoine BM, je vais aller te le dire et montrer à tout le monde que je suis plus malin que les autres. C'est oui. assez particulier parce qu'au final, la réaction la plus naturelle serait de l'ignorer. Oui, non, mais c'est clair. Moi, c'était mon point de vue. Je pense comme toi. Hein, dès que je le voyais, j'étais fasciné par ça, par ce qu'il faisait. Et si jeune, même si j'étais plus vieux que lui, je me disais c'est trop bien. Et entre guillemets, je vais faire pareil. Mais je pense que c'est plus les plus jeunes qui peut-être qui voient quelqu'un qui aurait pu être assis à côté de lui dans sa classe, tu vois. Et peut-être par jalousie, tu vois. Tu sais, les jeunes n'ont pas forcément ce regard de waouh, le mec il est plus malin que les autres. C'est plus il est plus malin que les autres, alors je le montre du doigt, tu vois. Je vois plus ce truc comme ça. Pour moi, c'est vraiment pas un truc de jeune vieux. Parce qu'en fait, pour le coup, j'ai aussi commencé relativement jeune, ou en tout cas, je faisais relativement jeune sur mes vidéos. Et il y a toujours eu des gens qui ont dit non, mais moi, tu comprends pas, moi j'ai 15 ans d'expérience dans le métier, mais qui tu es Oui, pour ouais. parler de ça, etc. Et d'un côté, c'est enfin, je veux dire, personne, je t'oblige de faire des vidéos, tu vois. C'est-à-dire que moi, je fais mes vidéos pour parler de mon truc. Si tu penses que tu connais mieux que moi et fais des vidéos, bah vas-y, la plateforme elle est ouverte, on va faire la compétition, on va voir qui va gagner, tu vois. Et il y avait toujours ce côté. C'est clair. Mais je l'ai moins maintenant parce que je fais plus vieux maintenant. Donc les gens me voient, ils disent Oui. pas, tiens, ce mec il est jeune, tu vois. Et j'ai un peu laissé pousser la barbe aussi pour vieillir, mais au départ, les gens, et puis les gens, ou alors il y avait des gens qui disaient ah, c'est bien de voir des jeunes faire des choses, etc. Ouais, L'un ou de toute l'autre, façon, je on l'ai peut moins pas- maintenant. Je suis un mec, ouais, je sais pas exactement quel âge il a, mais il passe pas pour un jeune. Mais je pense qu'il y a vraiment ce côté de comparaison, les gens se disent ah tiens, mais moi aussi je pourrais faire ce qu'il fait si seulement j'avais envie, qui énerve un petit peu les gens. Mais en fait, le truc c'est que une personne, tu vois, peut laisser un commentaire. Une personne peut ne pas aimer ta vidéo juste parce qu'il aime pas ta vidéo, et tous les jours, moi, je vois plein de vidéos que j'aime pas, qui me plaisent pas. L'élément psychologique qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui fait que tu vas faire la démarche d'aller faire l'effort de laisser un commentaire. Ah ouais, Là, je pense qu'on comprendra jamais. là, éventuellement, tu vois, c'est un peu l'idée de ok, j'ai envie de m'exprimer, de laisser ma marque sur le monde. Une chose que j'ai réalisée, c'est que souvent les gens qui laissent un commentaire sont surpris que tu le lises. Oui, et aussi, et ils ça sont m'arrive aussi, ok, ouais. désolé, j'ai pas su, tu vois. Ils sont surpris que tu le lises, et du coup, ils avaient un peu ce côté de je jette une pierre sur un truc, mais personne m'a vu et c'est un peu gratuit, et je me suis un peu défoulé. Et donc, ils ont pas forcément cette volonté de faire du mal, ou alors après, ils ont vraiment ce truc de vendetta personnelle qui va toucher que la personne pour une raison ou pour une autre. Tu vois, tu représentes quelque chose que la personne doit abaisser ou nier. Je pense que ce que tu disais sur la comparaison, notamment une personne qui est jeune et qui voit un mec comme Antoine BM, par exemple, ou une personne qui a 15 ans de bouteille et qui voit un mec comme moi et qui se dit, mais tu vois, est-ce que ce mec, tu vois, et du coup,
il faut délégitimiser la personne, ou alors ça voudrait Ouais. dire que toi-même, peut-être que tu aurais pu le faire et tu l'as pas fait, et donc du coup, tu as des regrets, quoi. Oui, oui, non, mais c'est clair. Et puis, de toute manière, bah, après, tu te construis un peu une carapace et je pense que bah, toi, quelqu'un comme Antoine Bem, puis même moi en ce moment, je suis en plein dedans, mais on se construit une petite carapace et les commentaires négatifs nous atteignent plus en fait. Parce que limite, ça nous fait rire, on en rigole parce qu'on reçoit quand même beaucoup d'amour. Tu vois. Enfin, moi, je sais que j'ai une audience qui me donne beaucoup de commentaires positifs. Donc, du coup, dès que j'ai un petit commentaire négatif, en plus, la plupart du temps, mes abonnés prennent ma défense, tu vois, derrière, donc j'ai même pas besoin de répondre. Et puis, je réponds, mais sur le ton de l'humour, parce que je sais que je suis pas tout seul, je sais que les gens kiffent ce que je fais. Enfin, ça m'enterre pas un commentaire négatif. Le drama dont tu as fait part, donc, qu'a vécu Antoine Bem avec le lama fâché, ça devait être un coup dur à vivre pour une personne, même si Antoine, je pense qu'il a une bonne carapace maintenant, ça a dû être un coup dur. Mais par contre, ce qui était chouette, c'était de voir sa communauté, tu vois, mais même moi, j'en faisais partie, sur Twitter, je prenais sa défense, et il a dû voir un peu... il y a eu du négatif, mais il y a quand même eu du positif où sa communauté, elle s'est un peu rebellée. Toi, tu as fait une vidéo. D'ailleurs, il y a eu Sylvain qui a fait une vidéo aussi qui a bien tourné. Ah, j'ai trouvé ça génial tu vois, et il y a quelques mois, bizarrement, tu vois, je suis fan d'Antoine Bem, mais je me disais, si un drama comme ça arrive à propos du lama fâché, Antoine Bem, ça va l'enterrer. En fait, non, il y a le mec, tout le monde a pris sa défense et j'ai trouvé ça génial. En fait, des fois, on s'en rend pas compte, on pourrait penser, on peut penser n'importe quoi, mais il y a toujours des gens qui sont là prêts à nous défendre et qu'on voit pas. Tu vois, des Mm. gens qui commentent jamais, mais qui sont derrière nous. Et en fait, c'est aussi pour ces gens-là qu'il faut faire le contenu. Et puis les autres, moi, je les ignore, tu vois. Mm. Un truc dont je me souviens, dont on avait parlé la première fois qu'on s'était rencontrés, et je sais pas si c'est encore le cas pour toi, mais tu regardais pas tes statistiques sur YouTube. Ouais, bah ça, c'est vraiment. Après, voilà, je pense que on verra dans ton audience les commentaires ce que les gens en pensent. Mais moi, je pense que c'est ce qui fait une de mes forces. C'est une force ou une faiblesse, je sais pas. Mais moi, je pense que c'est une force parce que du coup, je suis pas incité à reproduire tel ou tel contenu parce qu'il marche, tu vois. Ouais. Du coup, je fais. Et en plus, comme on disait tout à l'heure, je fais du contenu quotidien. J'essaie de diversifier. C'est tout le temps différent. Du coup, si je commence à regarder les statistiques, je vais voir qu'une vidéo marche mieux qu'une autre et je risque de faire que ce format parce que ça plaît à mon audience. Et moi, que je fasse 100 vues ou 1000 vues, comme j'ai dit, je m'en fiche complètement. Le but, c'est de créer, c'est de me faire plaisir avant tout. Et sur les 100 vues d'une vidéo qui marche pas, il y aura peut-être quelques personnes qui seront tellement à fond que je le fais pour ces personnes-là, tu vois. Mm. C'est juste mon point de vue. Et c'est vrai que depuis 2 ans, là, depuis que je fais du quotidien, la seule chose que je regarde, c'est mes commentaires. Et sinon, je regarde pas le nombre d'abonnés, je regarde pas les likes, dislikes. Tu sais, avec Adblock, j'ai tout supprimé. Donc, Donc du tu coup, peux quand je vais sur supprimer YouTube, ces chiffres-là avec AdBlock. ouais, Ok. Ah, je ouais, savais pas. sur ton navigateur. Moi, je Ok. suis sur Chrome. Ouais. Du coup, je fais clic droit, Adblock, et tu peux supprimer Et donc en fait, Normalement, tu marques le compteur d'abonnés comme étant un contenu non désirable sur AdBlock. Voilà, Ok, exactement. qui est Et tu masqué. peux Ah, c'est bloquer ce que intéressant. tu veux, hein. Et du coup, tu le fais aussi sur l'interface que toi tu as, le YouTube Studio? Ouais, je le fais là. Donc, et puis, c'est rigolo parce que je me rends compte à quel point je suis. Moi, quand j'ai une idée en tête, je le fais à fond. Quand je suis sur mon portable et que quelqu'un veut voir ma chaîne YouTube parce qu'il connaît pas et qu'il a pas de portable et je lui montre Ouais. ma chaîne YouTube, bah quand je vais sur mon, tu sais, je clique en haut à droite sur le bouton et après je sais que ça va sur ma chaîne. Donc là, je peux tomber sur mon nombre d'abonnés. Ouais. Bah je louche. Mais les gens s'en rendent pas compte. Mais je louche. Du coup, je vois juste des miniatures, mais je vois pas le nombre de vues et je vois pas le nombre d'abonnés. Mm. C'est quelque chose que je veux pas voir. C'est bizarre. Et donc, du coup, le nombre d'abonnés, je le sais parce que mon audience, ils veulent, enfin, le cœur de mon audience qui veulent que je réussisse, regarde. Et dès que je passe un cap, là, j'ai reçu un message il y a quelques jours, comme quoi j'avais passé les 16 500. Donc, tu vois, dès que j'ai un petit cap comme ça, ou dès que je passe un certain cap, les gens m'envoient un message où je le sais. Mais sinon, là, je sais pas exactement à combien je suis. Je sais pas si je perds, si je gagne. Du coup, comme ça, au moins, ça me démotive pas. Je garde cette flamme parce que au tout début, je scrollais le compteur, tu vois. Tout le temps, tu Mm. scrolles, tu scrolles, tu Ouais. scrolles. Tu gagnes 3 abonnés, t'es comme un dingue, t'en perds 6, bah ça y est, tu déprimes, c'est la fin du monde. En fait, non, tu vois. Si tu regardes pas, ça se trouve là aujourd'hui j'ai perdu 100 abonnés, mais je le saurai jamais. Et du coup, ça va pas me déprimer. Dans ma tête, c'est toujours Ouais. un peu en train de monter, tu vois. Donc du coup, Ouais. moi, au moins, je perds pas ma motive. C'est un vrai contraste avec le YouTuber moyen qui est à fond vraiment sur les stats, sur Ouais, Social voilà, c'est Blade, ça. etc. Mais même moi, hein, là, je pense que
je peux te dire le nombre d'abonnés que j'ai aujourd'hui. Ça fait un mois que je n'ai pas fait de vidéo, donc en fait, j'ai aucune raison de le regarder. Mais je pense que je serai rarement à plus ou moins 100 abonnés du vrai chiffre. Et sachant Ouais, que je gagne environ 120 abonnés par jour. C'est-à-dire que je suis jamais à plus de un jour de décalage par rapport à là où je suis aujourd'hui, tu vois. Là, je pense ouais, que... ouais, d'accord. attends, je vais te checker. Donc, à mon avis, là, je suis à 277 100 abonnés. On va voir à combien je suis, mais Ouais. je suis sûr que je vais être super proche parce que je le regarde 4 fois par jour. Ah, Voilà. tu vois, bah, c'est J'étais quelque à chose que je 31. veux Tu éviter. vois, j'étais à 31 abonnés. Je suis à 260 069. Et je pense que 31 Ouais, abonnés là-dessus, c'est genre 1%, enfin moins de 1%, 0, ouais, c'est un truc de tu ouf. vois, et tu le regardes tous les jours. Et je sais combien de vues j'ai fait. Je pense que tu vois, si tu prends la liste de mes vidéos, je sais à peu près combien toutes les vidéos, en fait, même des vidéos qui sont sorties il y a longtemps, tu vois, je sais si elle a fait 130 000 vues ou 137. Ouais, Tu ouais, deviens, je il y a comprends. tellement de chiffres sur YouTube qui te sont montrés, et il y a tellement de moyens, et notamment avec un site comme Social Blade, ils sont montrés de manière tellement Ouais, gamifiée que tu peux savoir. Mais honnêtement, savoir le nombre d'abonnés que j'ai gagné aujourd'hui, je l'ai regardé ce matin, mais ça n'a aucune utilité. ouais, ouais, bien sûr. Et pourtant, mine de rien, moi je suis comme toi. Enfin, je pense qu'il n'y a aucune utilité. Du coup, je regarde. Moi, j'ai carrément banni ça de ma vie. Je regarde pas. Je sais pas exactement à combien je suis. Et pourtant, je suis content et je Hmm. rêve d'atteindre les 100 000. Je rêve d'atteindre, tu sais, tu rêves de monter quand même, tu vois. Mais comme je regarde pas, bah, c'est un peu lointain. C'est un peu Hmm. un objectif. Ouais. Tu penses pas trop, tu vois. Et au moins, je pense que c'est plus sain comme. Enfin, on va dire mentalement. Parce que déjà que moi, là, je dois penser à faire une vidéo par jour. Ouais. Si en plus, je regarde les statistiques, tu vois, et il suffit qu'un jour, je perds 100 abonnés pour une raison ou pour une autre, et ben, ça risque de faire le petit coup, Ouais. tu sais, le petit coup de béquille qui te fait tomber. Et je préfère ne pas regarder, puis comme ça, voilà. Et puis des fois, j'ai des bonnes surprises. Des fois, ça cartonne, et je me dis, waouh, on me le dit que ça a bien marché. Je fais, ah, je suis content, je pensais pas. Tu vois, des fois, les gens me disent, ah, c'est bien, cette vidéo, elle a trop marché, elle a fait 4000, 5000 vues. Je fais, ah bon? Parce que dans ma tête, je mets une vidéo et c'est toujours à peu près le même. J'ai toujours à peu près le même nombre de commentaires, c'est toujours les Ouais. mêmes personnes qui commentent, tu vois, à 10 personnes près. Donc des fois, je vais avoir 30 commentaires, 40 commentaires, puis je réponds à tous les commentaires. Donc du coup, ça peut monter à 50 commentaires. Mais voilà, c'est toujours à peu près pareil. Donc dès qu'une vidéo marche mieux qu'une autre, bah, je m'en rends pas compte en fait, parce que les gens laissent pas forcément des commentaires. Et donc du coup, je suis toujours surpris de voir qu'une vidéo a dépassé les 1000 vues, tu vois. Je suis resté dans le stade où j'ai 2000 abonnés sur ma chaîne YouTube, tu vois. Donc ça, c'est cool, c'est marrant parce que du coup, tu te rends pas compte, tu vois. Ça m'arrivait quelques fois de sortir dans la rue et d'être reconnu par des jeunes qui veulent devenir pompiers et qui viennent faire une photo. Et moi, je suis toujours surpris parce que dans ma tête, je mets juste une vidéo sur un site et je regarde pas les stats. Donc, je sais même pas si les gens le regardent. Tu vois, je le fais pour les amis qui sont mes abonnés qui commentent tous les jours. Voilà, Hmm. c'est ça en fait l'idée. C'est marrant. Et autant, tu vois, moi, c'est vraiment la différence entre la fréquence d'application, parce que autant, je pense pas que mes abonnés tous les jours aient vraiment une utilité. Ou globalement, savoir le nombre d'abonnés que tu as, ça n'a pas vraiment une utilité en termes de. Ça va pas changer la décision que tu vas prendre. En revanche, par contre, savoir le nombre de vues que je fais sur les C'est ça. vidéos. Mm. Un truc que je regarde beaucoup aussi, c'est les vidéos qui continuent à marcher au-delà du buzz initial, mais les vidéos qui vont avoir une longévité. Moi, je regarde beaucoup ce genre de stats. Et pour le coup, là, moi, ça informe vraiment mes décisions de type de contenu que je vais créer, etc. Oui. Et ça Mm. me dérange pas, moi, d'être influencé par ça, dans le sens où pour moi, c'est la volonté du peuple, la volonté du marché, de ce vers quoi je veux me diriger, ce vers quoi ça se dirige. Euh, mais par contre, il y a vraiment une vague en ce moment, en tout cas sur la dernière année et demie, sur le YouTube, notamment le YouTube américain, mais sur toutes les questions de santé mentale et du burn-out du YouTuber, de la dépression du YouTuber, Oui. d'être toujours Ouais. sur ce Mm. truc. Et je pense que ça, moi, ça m'affecte moins parce que j'ai pas la pression de ressortir une prochaine vidéo, mais pour qu'une personne comme toi qui fait une vidéo tous les jours, tu repars, boum, et un autre truc. Et tu es toujours en train de monter cette espèce de rocher en haut de la montagne et il dégringole. Et si en plus, tu as ce côté des jours où ça marche, des jours où ça marche pas, tu es un peu casino, tu sais pas où c'est, Oui. je pense que mentalement, ça facilite pas les choses. Et si en plus, de toute manière, tu publies autant de contenu que ça, c'est peut-être pas si important pour toi d'essayer d'optimiser le choix de chaque vidéo. Peut-être que globalement, ce qui est important, c'est d'optimiser la qualité globale. Et ça, tu l'as par rapport au retour que tu as dans les commentaires, plus qualitatif que quantitatif. Oui, non, mais t'as tout à fait raison. Et tu vois, d'ailleurs, il y a eu un suicide il y a pas longtemps à New York d'un youtubeur qui était plutôt connu. Moi, je connaissais pas, mais c'était un youtubeur, ça fait pas mal de bruit. Et pareil, je pense que c'est une pression un peu sociale, tout ça. C'est assez compliqué, hein. Mais moi, c'est vrai que je suis un peu en dehors de ça parce que
Après, je sais pas, parce que peut-être que, euh, peut-être que je vais voir un jour, je vais aller voir un psy et il va me dire non, mais là, vous êtes vraiment en dépression totale. Si vous faites des vidéos, c'est parce que vous essayez de vous cacher, peut-être, je sais pas. Et en fait, à la base, quand je me suis vraiment mis à fond sur les vidéos, je sortais d'une séparation avec mon ex. Enfin, je me suis séparé d'elle, on était restés 7 ans ensemble. Et du coup, je me suis peut-être caché dans ça pour produire, pour créer. Et c'est peut-être, ouais, je sais pas. Des fois, je me dis peut-être que si je fais ça, c'est pour éviter de, bah, tu sais, toujours penser à quelque chose, toujours faire focus, toujours avoir un objectif et éviter de penser à un peu plus loin. Mais du coup, j'y ai pris goût, tu vois, et là, enfin, je m'estime super heureux, je suis super content de ce que je fais. Tu vois, en septembre ou en octobre, il y aura mon livre qui va sortir parce que du coup, j'ai écrit un livre. Et je sais pas, c'est cool de créer, de fédérer, de réunir, de créer des projets. Donc au final, je suis super. Ce mode de vie me convient parfaitement, quoi, parce que tu vois, j'ai même pas d'adresse fixe, si tu veux. Je vis ça fait 2 ans là maintenant que je vis un peu à droite à gauche. Là, je suis chez mes parents, mais là, dans un mois, je pars en Chine. Je vis dans des Airbnb, je vis dans des casernes. Tu sais, j'ai que un vélo pour mon mode de transport avec des sacoches. Tu vois, je suis très minimaliste. J'ai 4 t-shirts et tous les t-shirts que j'ai, c'est des t-shirts de pompiers. Mm. Tu vois, c'est les pompiers. Tu sais, les pompiers, ils ont toujours des t-shirts de leur caserne. C'est que des t-shirts de pompiers. C'est très minimaliste et je sais pas, je suis heureux. J'ai juste mon ordi, mes 2 caméras, mon drone et voilà. Et le monde, tu sais, j'ai tout le monde devant moi et le fait de ne pas avoir d'adresse aussi, c'est quand même une force parce que si je veux me poser, bah, je prends Airbnb pendant un mois. Si je veux barouder, bah, je traverse un pays en vélo. Et tu vois, c'est cool cette liberté de pouvoir faire ce que tu veux en fait. Et il y aura toujours, c'est ce que je me dis, il y aura toujours des abonnés qui te regardent. Et ça, c'est un peu la force, le moteur, tu vois. C'est-à-dire que là, je me dis, je peux tout perdre là, le peu que j'ai. Tu sais, mon vélo, je peux me faire voler mon vélo, je peux perdre mon ordinateur, je peux limite perdre un bras. Je sais que j'aurai toujours ce que j'ai créé sur Internet en fait, mon petit royaume que j'ai créé sur Internet. Et ça, personne ne me l'enlèvera, sauf si un jour YouTube décide de fermer quoi. Mais à part ça, ça risque pas d'arriver de toute manière. Mais à part ça, toute ma vie est en ligne en fait. C'est quoi ta vision de l'évolution de la chaîne, du business, de ta vie par rapport à la haute en aujourd'hui? Pour toi, le contenu quotidien, c'est ce que tu vas continuer à faire? Bah, je suis parti pour faire ça encore au moins une année, tu vois, parce que j'arrive pas à me dire dans 5 ans, dans plusieurs années, mais là au moins la prochaine année, je pense que je vais continuer sur ce rythme à faire une vidéo quotidienne. Du coup là, j'ai fini, bah, ça fait 2 ans que je suis dessus, et c'est pour ça aussi que je voulais qu'on se rencontre à Bangkok. C'était pour parler, parce que toi, c'était intéressant la discussion. Je savais qu'on allait pouvoir discuter de création, parce que toi, tu disais que toi, il te faut un projet. Quand tu es sur ce projet, tu es focus. Mm. Tu vois, comme l'écriture d'un livre, il faut que tu fasses que ça. Ouais. Du coup, tu zappes un peu le côté vidéo ou podcast peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. une fois, tu avais dit ça dans un podcast et ça m'avait marqué parce que je me suis dit, waouh, moi, je fais une vidéo par jour, mais comme on disait, c'est moins qualitatif, c'est plus du spontané. Donc, je fais une vidéo par jour et j'arrive à écrire un livre. Et je suis en train de préparer un autre projet sportif. Je suis en train de faire plein de trucs. Et je me dis, ça peut être intéressant de discuter avec toi parce que toi, en gros, d'après ce que j'ai compris, si tu fais focus sur quelque chose, une formation, c'est ça aussi, tu parles beaucoup des formations, quand tu es focus sur une formation, tu as tendance à un peu laisser de côté le reste. C'est toujours ton cas de toute manière. Pour moi, l'effort de switcher de contexte est significatif. C'est-à-dire que si je suis plongé dans un truc, le fait de devoir arrêter ce que je suis en train de faire pour me plonger dans un autre truc, ça demande énormément d'effort et de friction de sortir et de me replonger dans un autre élément. Et donc, j'essaye de le minimiser au maximum. Sachant que si tu es parti sur une formation qui va de toute manière prendre 3 mois à écrire et que tu passes la moitié de ton temps pendant que tu fais ça à faire des vidéos, d'un coup, ta formation prend 6 mois. Et si en plus, tu as de la friction entre les deux d'entrer et de sortir, si ça se trouve, ça t'en prend 8, tu vois. Et en plus, tu n'as pas ce truc de pouvoir avancer tous les jours sur ton projet. C'est pour ça que je préfère alterner les projets plutôt que les faire en parallèle. Je préfère faire une formation, ensuite faire des vidéos, ensuite faire le livre, etc. Donc là, en ce moment, j'écris le livre principalement. Cette semaine, je fais des podcasts. Mais grosso modo, j'essaye de me plonger à fond sur le livre et d'avancer le plus vite possible dessus et de le boucler le plus vite possible, en sachant qu'après, je pourrais me remettre à faire des vidéos de manière régulière. Mais pour moi, alterner les deux et faire les deux en parallèle, ça ne fonctionne pas bien et ça devient vite
stressant en fait. C'est-à-dire que bosser sur un truc, même un projet énorme, qui va prendre 3 mois de plein temps à réaliser, ça me convient bien tant que chaque jour je peux avancer dessus et je peux poser mon petit truc. Mais si tout d'un coup je dis ah non, attends, faut que je fasse ça, mais en même temps, faut que je switch sur l'autre, même si sur le papier c'est la même quantité de choses que j'ai réalisées, j'ai l'impression d'être beaucoup plus stressé, de courir dans tous les sens pour passer d'un truc à l'autre. Et moi, mon plus grand kiff, c'est d'être focus sur un truc, de me plonger, de passer des heures à créer ma formation, à écrire mon livre ou faire mon truc. Et c'est le seul truc que j'ai à faire. Et il n'y a pas ah tiens, non, en fait, il fallait que j'envoie un email de retour à l'autre personne, etc. C'est une des principales raisons pour lesquelles on a freiné pendant longtemps sur Marketing Mania de faire du service client. Enfin, pas de faire de la prestation client plutôt. On fait bien sûr du service client sur les formations, mais de faire de la prestation client où tu vas avoir un certain nombre de projets en cours avec différents clients. Maintenant, on a commencé à le faire, mais il y a quelqu'un d'autre qui s'en occupe que moi. Parce que si moi, je dois avoir ces projets-là, je sais que ça deviendra extrêmement difficile de, en parallèle, faire des vidéos, des podcasts. Oui. Les deux ne sont pas compatibles. Si je fais des projets clients, je vais être full focus de faire du projet client et d'accompagner mes clients sur leurs projets. Et essentiellement, c'est ce qu'on a fait. On a maintenant une personne qui s'occupe de ça. Et inversement, moi, je suis focus sur les parties création, etc. Et je pense qu'il y a différents types de personnalités là-dessus. Il y a des gens, au contraire, qui préfèrent avoir différents projets sur lesquels alterner. Oui, voilà. Et moi, je suis dans la dimension totalement opposée là-dessus, où je préfère avoir une chose et vraiment faire les trucs de manière séquentielle. Faire un truc à fond et passer à la suite. Mmh. Ouais, c'est ce que j'avais compris. Mais tu vois, moi, par exemple, ma seule règle, c'est une vidéo par jour. Après, je peux avoir n'importe quel projet. Il ne faut pas que ça entame ce projet-là, en fait, de créer une vidéo par jour. Du coup, quand je me suis mis à écrire le livre, du coup, ça m'a pris 2 ans, mais des fois, je faisais des sessions de travail de plusieurs mois et après, je travaillais plus dessus pendant plusieurs mois et après, je reprenais. Et donc, il me semble d'ailleurs que le livre, tu m'en avais parlé, est assez long. Hier, en fait, il y a ma correctrice qui me l'a renvoyé la semaine dernière. Donc, tu sais, c'est sur Word, du coup, tu peux voir ses corrections. Et après, tu as juste à valider ou à corriger ce qu'elle te dit de corriger. Donc, du coup, tu vois, pour te dire un peu la frénésie, elle m'envoie ça la semaine dernière. Bon, je n'ai pas pu bosser dessus la semaine dernière. Aujourd'hui, enfin, hier, je me mets dessus et je regarde tout le taf qu'il y a. Il y a tout le livre à recorriger. Et je me dis, waouh, ça va me prendre trop de temps. Et donc, je commence à me dire, si je fais 37 pages par jour, ça va me prendre une semaine. Je commence à réfléchir comme ça. Et mon frère, je lui dis, je pense que j'en aurai pour une semaine à peu près 3 heures par jour. J'ai commencé hier matin et le soir, j'ai fini hier soir à 16h. Et je me suis pas levé de ma chaise. J'étais à fond à corriger. Mon frère, il me dit, mais prends une pause. Je fais, non, j'ai même pas bu, j'ai rien fait, j'ai fait que ça. J'étais vraiment dans mon truc parce que dans ma tête, il faut que ça avance et je prenais beaucoup de plaisir à le faire et j'avais pas envie de sortir de cette bulle et j'ai pris beaucoup de plaisir. Et du coup, là, le livre, il devrait sortir, j'espère, en septembre. Parce que quand on s'est vu, je savais pas, j'avais plus trop de nouvelles de mes correcteurs, tout ça. Mais là, ça y est, j'ai la couverture, j'ai les graphismes qui seront à l'intérieur. Là, je l'ai renvoyé, du coup, parce qu'elle va revérifier ce que j'ai. Mais normalement, c'est fini, quoi. Et pareil, le livre, c'est ce que j'ai envie de dire à tout le monde et je suis content que tu le fasses parce que écrire un livre, je pense que c'est quand même une méga fierté, quoi. T'as un bouquin à ton nom que tu pourras vendre, du coup, tu vois, ça change du numérique et j'adore ça. Écriture, j'ai pris un plaisir à faire ça. Je trouve ça trop bien, tu vois. Et en ce moment, c'est un peu la mode du mail quotidien, tu vois. Ouais. Moi, j'ai envie de leur dire à ces gens-là, mais au lieu d'écrire un mail, écrivez un livre. Après, peut-être qu'ils pourraient faire un livre avec tout le contenu des mails. Mais le livre, c'est magique. T'as un livre à ton nom, tu vois. Moi, toi, tu vois, tu fais partie des personnes dont je rêve de lire le livre. Antoine BM, s'il écrit un livre, je rêverais de le lire. Jean Rivière, pareil. Tu vois, genre Olivier Roland, son livre, c'est génial. Après, on peut taper dans les Américains avec, enfin, la sphère anglaise avec Tim Ferriss, etc., etc. Et le livre, je trouve ça tellement, tellement bien, en fait. Et parce que c'est un bout de toi sur du papier. Ça sort du contexte YouTube aussi parce que c'est un produit physique que tu peux avoir en physique et je trouve ça, je sais pas, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir et j'ai vraiment envie d'en écrire d'autres du coup parce que j'ai vraiment adoré. Tu vois comme comment tu l'appelles, Anthony Nevo. Mm-hmm. Anthony Nevo, c'est le parfait exemple, tu vois, il crée beaucoup de contenu, il a écrit son livre et son livre c'est son bébé, tu vois, et je trouve ça trop stylé, tu vois, d'avoir ton petit bébé
Bah lui, en plus, il est en librairie, mais c'est cool d'avoir un livre. Donc, tu vois, ton livre, je te pousse vraiment à le faire, à le finir. C'est cool. Je suis dessus là. Et tu sens pas pour le coup une différence avec le contenu quotidien qui est que, en comparaison, le livre il prend vachement longtemps à faire. T'as un peu de trucs, chaque jour tu bosses dessus, mais au final t'as fait qu'une partie du chapitre 8 et au final t'as l'impression que ça prend vachement longtemps. Et t'as pas eu toi cette frustration si. Ouais, tu l'as eu quand même. Bah, je l'ai eu hier, je t'ai dit, j'ai passé toute la journée dessus. Je l'ai même dit à mon frère, j'ai dit, ça me saoule. Ça fait 2 ans que je suis dessus. Et hier, j'ai vraiment, mes parents l'ont vu parce qu'à manger, j'ai fait, c'est rare, hein, mais j'étais un peu triste. Et, parce que c'est long. Ça fait un moment que je suis dessus, que je me relis, que, tu sais, au bout d'un moment, je fais un peu une indigène. Et moi, je pense que c'est ça aussi mon problème, c'est de travailler trop longtemps sur un projet. Au bout d'un moment, ça me lasse. Et là, là, il est bientôt fini. Et puis j'ai investi pas mal d'argent dans la couverture et les graphismes, parce que j'ai contacté quelqu'un pour faire les dessins du livre, et donc du coup j'ai quand même investi pas mal d'argent, donc puis le livre est fini, je peux plus m'arrêter. Mais c'est vrai que tu passes par des phases. Moi, je voulais écrire, le publier, point, on n'en parle plus. Mais après, il y a eu des correcteurs qui l'ont lu. Après, je me suis rendu compte que les corrections prendraient plus de temps et au final, c'est normal, le produit sera bien à l'arrivée que si je l'avais sorti tout de suite. Mais c'est vrai que moi, j'ai un peu plus de mal avec le long terme. Travailler 2 ans sur un projet pour qu'il sorte 2 ans après, pour moi, c'est compliqué parce que je suis habitué à faire une vidéo. Tu vois, hier, j'ai fait le tournage le matin à 9h et le soir à 21h, la vidéo est programmée pour le lendemain, point. Comment est-ce que tu as trouvé tes correcteurs? J'ai tapé dans mes abonnés, tu vois, on a un Discord, donc j'ai demandé parce que pareil, donc ça c'est l'avantage du contenu quotidien, mais j'ai beaucoup partagé sur ma chaîne YouTube le fait que j'écrive un livre, comment je vais m'y prendre, tu vois, j'ai expliqué comment je travaillais dessus, et donc du coup j'ai quelques abonnés qui m'ont demandé si je cherchais des correcteurs, donc j'ai fait une petite recherche de correcteurs, j'ai pris que des filles. Donc 3 correctrices abonnées, donc de jeunes, on va dire 16 ans à 26 ans, et la dernière, elle est, enfin la plus âgée, me semble-t-il, je sais pas quel âge elle a, mais elle est prof, elle est prof d'histoire. Donc du coup, c'est ça, et après, la chance, des fois la chance nous sourit, j'ai une autre correctrice, c'est une abonnée qui m'a dit, ma sœur, elle travaille dans une maison d'édition. Elle m'a dit, je te file son contact. Alors, moi, j'étais parti au début, je me disais, bah, c'est cool, mais ça va me coûter de l'argent. Elle me dit, non, mais je suis d'accord pour te le faire gratuitement, tout ça. Et en fait, la dernière correctrice, c'est quelqu'un qui a un regard d'une maison d'édition. Moi, c'est des livres d'après ce que j'ai compris, c'est des livres pour le collège, pour l'école, donc c'est pas des livres qu'on retrouve à la Fnac. Mais du coup, elle a ce regard d'éditrice, en fait. Et en fait, elle me l'a corrigé. Et puis en plus, elle n'est pas pompier. Donc ça, c'est aussi un avantage parce que je parle beaucoup de ma carrière de pompier de Paris. Et je voulais pas que les gens se perdent dans mes propos et dans j'essaye de tout simplifier et de tout rendre plus simple à lire, mais il y a quand même des mots. Elle m'a dit cette phrase-là, moi je comprends pas. Du coup, c'est ce que j'ai fait hier. J'ai arrangé la phrase pour que les gens puissent comprendre, parce que moi j'ai mon langage à moi, j'ai le langage des pompiers. Et donc du coup, c'était ça son travail. Et puis en plus, elle a tout recorrigé. Donc voilà, parce que j'ai pas encore, je gagne pas suffisamment assez d'argent pour pouvoir payer tu sais, un correcteur professionnel, tu vois. Mmh. Du coup, j'ai demandé à la communauté. Là, c'est la communauté qui m'a aidé, quoi. C'est cool. Et c'est quoi ton ambition pour le livre? C'est quoi ta vision quand tu dis, ah, tiens, j'ai fait un livre, ça représente quoi pour toi? Bah, là, tu vois, j'ai mon programme d'entraînement que je vends sur ma chaîne YouTube. Je vis de ça depuis 2 ans. C'est la méthode Guyard, elle porte mon nom, et c'est une méthode d'entraînement pour se préparer à devenir pompier. Et en fait, je parle que de ça sur mes vidéos, c'est mon petit bébé, voilà, c'est ça. Bah, je pense que le livre remplacera en partie, parce que dans ce livre-là, il y aura mon programme d'entraînement, tu vois, si tu veux, les gens pourront noter leurs séances. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça fera aussi, à la fin du livre, il y aura des pages dédiées pour le programme d'entraînement, pour ceux qui veulent le faire par la suite. Au moins, ils peuvent noter leurs séances dessus, ça fait comment t'appelles, un roadbook, tu vois, où les gens notent leurs séances, leurs sensations, tout ça, parce que tous ceux qui font mon programme d'entraînement me disent, moi, je note mes séances, tu vois, parce qu'ils reçoivent un mail avec leurs séances, où j'envoie par mail ma vidéo où j'explique la séance, et du coup, ils notent leurs résultats sur un papier. Donc, du coup, le livre, ils pourront le noter dedans, et donc, du coup, c'est le livre que je vais vendre, en fait. Je vais plus vendre mon livre que mon programme d'entraînement. C'est-à-dire que sur toutes mes vidéos, au lieu de dire suivez mon programme d'entraînement, je vais dire vous pouvez avoir mon livre, le lien dans la description, tu vois.
Et C'est quoi le tarif de ton programme d'entraînement? il coûte 99 € pour 6 mois. Et le livre, tu sais combien tu le vendras? J'espère qu'il fera moins de 20 €. Après, en papier, je pense, ouais, je sais pas exactement comment ça va fonctionner, mais je vais m'auto-éditer avec Amazon. Du coup, et d'après ce que j'ai compris, on peut le faire assez bas, le prix. J'espère gagner au moins 5 € par livre. Tu vois, donc après, j'espère que le coût de revient me reviendra à 14 €, le coût de création et d'envoi. Du coup, je pourrais le mettre à 19 €, 20 €. Mais j'ai pas envie qu'il dépasse les 20 € parce qu'après, je trouve que ça fait cher. Et après, bien sûr, je vais le faire en e-book. Tu vois, e-book, donc je pense le mettre à 9 €. Et j'aimerais le faire aussi en livre audio avec Audible. Donc là aussi, ça sera un autre projet parce faut enregistrer sa voix et lire son livre. Et je trouve ça bien parce que là, je pourrais le proposer gratuitement à mon audience, dans le sens où Audible, quand tu télécharges l'application, ton premier livre est offert. Donc du coup, je pourrais dire à mon audience, voilà, si vous voulez mon livre, vous pouvez l'avoir en audio gratuitement à 9 € ou à 19 €. Et il me semble que toi, tu es quand même payé quand ils téléchargent le livre gratuitement. Ah bon? Ou en tout cas, tu as la commission Audible pour avoir référé la personne au Oui, service, voilà, c'est ça. Audible, en fait, tu as c'est plusieurs... je un ne me plan. suis pas encore bien renseigné, mais d'après ce que j'ai compris, ouais, il y a ça. Si quelqu'un s'abonne, grâce à toi, tu auras aussi comme une affiliation. Et en plus le livre, tu touches une com dessus. Donc, au final, voilà. Et ben, en fait, moi, je vais proposer les 3 types de tarifs. Comme ça, au moins, la personne qui veut l'avoir en papier, moi, je veux que les gens l'achètent en papier parce qu'il y a la couverture, tu sais, les gens pourront écrire dessus. Parce que à la fin, c'est pareil, à la fin du livre, les gens pourront noter leur carrière. Ils pourront noter quand ils rentrent pompiers, ils pourront noter quand est-ce qu'ils sont rentrés, ils pourront noter les interventions qu'ils ont faites. Tu sais, je veux vraiment que les gens l'utilisent toute leur carrière, le livre, tu vois. Et au début, ça raconte mon histoire de mes 11 ans jusqu'à la vie que j'ai actuellement. Comme j'ai fait deux, trois petites aventures, j'essaie d'inspirer, je vais essayer d'inspirer mon audience avec mes histoires, par quoi je suis passé, des hauts, des bas, tu vois, une petite autobiographie comme ça. Mais du coup, parce que généralement, si tu faisais un livre comme ça, l'idée, ça serait, OK, j'ai un livre, mais j'ai aussi des programmes derrière, et le livre sert à faire rentrer les gens dans le tunnel et leur vendre des trucs derrière, parce que potentiellement, le prix du livre peut être trop bas pour vraiment monétiser efficacement. Tu vois, si tu passes d'un produit que tu vends à 99 à un livre que tu vends à 19, tu referais derrière des formations. Comment est-ce que tu verrais ça? Ou est-ce que tu penses que le livre, c'est ton seul produit? Et après, j'imagine que du coup, tu t'actives AdSense, tu as la pub sur tes vidéos? J'ai activé il y a pas longtemps, mais pareil, je gagne pas beaucoup d'argent. Ouais. C'est juste pour entre guillemets le référencement. Ouais. Tu vois, si je mets les pubs sur YouTube, c'est plus, enfin, on dit que ça référence plus les vidéos, donc du coup maintenant je le fais pour ça. Et c'est pareil avec mon audience. Je disais ouais, je veux pas vous mettre de publicité parce que c'est pas mon délire de vous spammer avec des pubs qui me concernent pas. Et au final maintenant. J'en ai parlé à mon audience sur les lives, ils me disent mais non mais mets de la pub, nous dès qu'on regarde une vidéo il y a toujours de la pub, alors qu'il y en ait ou pas on le remarque même pas, tu vois. Donc c'est trop marrant parce que c'est même mes abonnés qui m'ont dit bah vas-y mets la pub. Donc du coup maintenant j'active, mais c'est vraiment dans le souci de plus référencer les vidéos parce que j'ai remarqué que je gagne un peu plus d'abonnés maintenant qu'il y a la publicité. Après c'est pas flagrant, tu vois, genre en ce moment en fait moi je remarque que mon nombre d'abonnés augmente, c'est entre les 1000, tous les 1000 on me le dit. Et là, ça fait un moment qu'on m'a pas dit ouais, t'as gagné 1000 abonnés. Ouais. Donc, du coup, je me dis que ça stagne. Mais il y a des moments où enfin, il y a peut-être 2-3 mois où, genre, tous les 20 jours, on me disait ouais, t'as gagné 1000 abonnés. Tu vois, donc des fois, ça stagne, tout ça. Après, je sais pas s'il a publié pour quelque chose. Mais en tout cas, je compte pas dessus pour gagner de l'argent. C'est juste pour le référencement. Et après, par contre, le livre, je vais en faire de la publicité sur YouTube. Ouais, j'aimerais bien me lancer dans ça parce que je trouve ça cool, tu vois. Moi, je mets une vidéo, n'importe quelle vidéo, puis je vois ta tête qui apparaît quand je vois tes publicités. Ouais. Et je me dis que c'est quand même cool de pouvoir toucher une autre audience de cette manière-là, si c'est fait intelligemment, si c'est bien fait. Parce que des fois, il y en a, moi je vois sur Facebook, c'est toujours les mêmes têtes qui apparaissent. Au bout d'un moment, t'es un peu saoulé. Mais si tu fais des pubs un peu originales, un peu... tu sais, où ça porte de la valeur, tout ça, bah ça peut être sympa et ça peut aussi faire venir une audience, ça peut permettre de vendre. Ouais, je pense tester un peu ce parti-là, mais ouais,
Mon gros produit, ça sera le livre. Et ouais, ça sera un peu le produit d'appel pour la méthode, parce que mon programme d'entraînement, parce que les gens qui liront mon livre, les jeunes qui veulent devenir pompiers, je veux les inciter bien sûr à prendre mon programme pour les aider dans leur cursus. Mais après, l'idée du livre, c'est que ça touchera beaucoup plus de monde. Je rencontre énormément de gens et tous les gens que je rencontre seront susceptibles d'acheter mon livre. Tu vois, je prends l'exemple, toi par exemple, tu vas plus acheter mon livre que acheter mon programme d'entraînement. Ouais. Tu seras plus intéressé par mon histoire que tu n'as pas besoin de mon programme d'entraînement. Donc du coup, c'est ça l'idée, c'est les gens que je rencontre. Je rencontre souvent tout type de personnes, mais des gens qui souhaitent pas forcément devenir pompier, tout ça, mais qui veulent te soutenir déjà et avoir une trace de ton histoire, de ton passage. Bah du coup, eux, je vais pouvoir leur vendre. Donc du coup, je pense vendre beaucoup plus. Et après, le livre, je l'écris de telle manière à ce que les gens, quand ils ont fini le livre, s'ils n'utilisent pas la partie conseil et la partie pour la méthode, le livre leur servira plus à rien. Donc je leur dis, essayez de le donner à quelqu'un qui en aura peut-être besoin, ou alors de l'apporter à une caserne de pompiers et que le livre puisse servir, parce qu'il y a des pages à la fin et il faut le remplir, ce livre. Je veux pas que le livre dorme dans une bibliothèque. Donc après, si les gens jouent le jeu, ça va faire tourner le livre. Derrière, il y a peut-être des clients pour mon programme d'entraînement. Après, voilà, l'objectif, moi, c'est d'aider les gens. Donc après, tu vois, le but, c'est d'apporter de la valeur, d'aider. Les gens me lisent, ça les inspire, ça leur donne envie, ça les motive. C'est cool. Voilà, c'est tout. Pour moi, l'argent, c'est pas le plus important, quoi. C'est sûr, tant que j'ai de quoi vivre, tant que j'ai de quoi manger, voilà, je suis heureux. Les gens kiffent ce que je fais. J'ai écrit un livre, je pense que le livre, les gens vont aimer parce que je l'ai fait c'est un peu tu sais, une double. Enfin, tu sais, t'as la chaîne YouTube et c'est un peu le bébé de la chaîne YouTube, tu vois, parce que il y a les liens de mes vidéos sur le livre, parce que je parle d'une histoire et forcément, il y a une vidéo où je raconte cette histoire, donc du coup, les gens peuvent retomber sur YouTube. C'est. Ouais, le livre pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important parce que tu partages un peu tu peux partager plus que sur YouTube, tu vois, tu vas plus profond dans ce que tu as traversé, parce qu'il y a des épreuves difficiles et tu peux pas tout mettre sur YouTube. Du coup, le livre, ça te permet d'aller dans ces choses-là. Après, voilà, c'est un livre très personnel. Je pense que toi, je sais pas comment tu vas écrire ton livre. D'ailleurs, tu n'en as encore jamais parlé de ton livre. Mais est-ce qu'il est personnel? Est-ce que tu racontes toi ou est-ce que tu donnes plus de la valeur pour que les gens puissent évoluer dans leur domaine? Je parle un petit peu de mon parcours, mais c'est pas le point central. C'est pas la C'est pas proposition de le valeur thème principale. Ouais. La Voilà. proposition Que de moi, valeur, ouais. moi, je me suis plus orienté sur ça. Je me suis plus orienté sur mon parcours qui va peut-être donner des déclics, donner envie et me motiver, tu vois. Parce que moi, je suis fan de storytelling. Quand je regardais les vidéos, bah, on va reparler d'Antoine BM, mais les vidéos que je préférais de lui, c'est quand il parlait de lui, tu vois. C'est quand il parlait quand il faisait des jeux, quand il racontait ses histoires. Moi, je suis fan de ça, en fait. Et je le remarque sur ma chaîne YouTube, pareil, hein. Je remarque sans regarder les stats, c'est juste une impression en fonction des commentaires. Mais je vais faire une vidéo pendant un quart d'heure où je vais raconter une histoire qui m'est arrivée. J'ai l'impression que cette vidéo, elle va beaucoup plus marcher que le tournage que j'ai fait dans un pays à l'étranger, où j'ai sorti le drone, j'ai mis de la musique, j'ai fait un truc super, tu sais, où ça m'a pris plusieurs jours. La vidéo où je vais juste parler comme ça, comme on fait là, va beaucoup plus marcher parce que je raconte mon histoire. Donc moi, je suis plus ciblé sur mon parcours et le parcours que je suis encore en train d'écrire parce que ça s'arrête jamais. Comme je vis de voyage et je voyage tous les jours, je suis tout le temps en train tu sais, là, j'ai fait un tournage de 15 jours en début juillet. J'ai suivi un coureur qui est parti de Marseille pour aller jusqu'à Lille en courant et on dormait dans les casernes. Et moi, je l'ai suivi en vélo. Ça lui prend combien de temps de faire ce périple? Bah, lui, ça lui a pris 17 jours. Ouais. Il est parti le 1er juillet, il est arrivé de Marseille, il est arrivé à Lille le 17 juillet. Ça correspond environ à combien de kilomètres par jour pour donner une idée? Entre 50 et 70 km par jour, en courant. Moi, je le suivais en vélo, parce que c'est pas la première année que je le fais, c'est la deuxième année. Et d'ailleurs, l'année prochaine, je vais l'organiser. C'est moi qui vais organiser cette course. Mais là, c'est deux coureurs, tu vois, l'année dernière et cette année, c'est des coureurs qui m'ont contacté, entre guillemets. Enfin, le premier, c'est moi qui l'ai contacté. C'était un pompier de Marseille qui faisait Paris-Marseille en courant, en dormant dans 18 casernes. Donc lui, il dormait dans les casernes de pompiers. Je l'ai contacté, je lui ai dit comment tu fais ta communication. Je lui ai juste envoyé un mail. Il me dit, bah écoute, je vais faire une photo au départ, une photo à l'arrivée, voilà. Mais moi, je dis, bah je te propose de te suivre en vélo et de réaliser le reportage. Je voulais faire qu'une vidéo de ton aventure. Il me dit, ah ok, pas de souci, cool et tout. Donc, je me suis embarqué dans sa folle traversée. Et je me suis retrouvé à faire une vidéo par jour.
de son aventure. Chaque étape, je faisais une vidéo. Donc si tu veux, la routine, elle était vraiment violente, mais j'ai beaucoup appris et ça m'aide beaucoup pour la suite de l'année. C'est-à-dire que le matin, on partait à 6-7 heures. Donc pareil avec David, avec qui je suis parti de Marseille pour aller à Lille, c'était la même routine. Je me lève, on se lève très tôt, on part à 7 heures, 8 heures. Donc lui, il part en courant. Moi, je suis avec mon vélo, tous les 10 kilomètres, je l'attends. Comme ça, je fais un checkpoint. Comme ça, lui, il arrive à moi, je peux lui donner de l'eau, lui donner à manger, trouver un coin à l'ombre pour qu'il se pose. Et voilà, ça divise sa course en plusieurs étapes. Et une fois arrivé à la caserne, donc j'arrive dans une nouvelle caserne, c'est génial parce qu'il y a les pompiers qui nous attendent, qui nous ont préparé le barbecue, tu vois, c'est vraiment le top. Donc du coup, il faut faire connaissance, on boit une bière, tout ça. Moi, la première chose que je fais avant même de prendre ma douche, c'est d'allumer mon ordinateur. Tu vois, je rencontre les gens, je leur dis bonjour, je leur dis maintenant, il me faut un endroit pour que je puisse poser mon ordinateur. Au calme, de préférence, mais pas trop loin du groupe parce que j'ai quand même pas envie de m'isoler pendant que les autres, ils festoient, tu vois. Donc, du coup, je me mets dans un endroit, j'allume mon ordinateur pendant que le coureur, lui, prend sa douche. J'allume mon ordinateur et je mets tous les fichiers sur mon ordinateur. C'est-à-dire que focus, il faut que la vidéo, elle sorte. Tu vois, il faut que la vidéo, elle sorte. Donc, non, pas à 21h, du coup j'ai un jour d'avance, c'est le lendemain. C'est-à-dire que je m'organise. C'est-à-dire que le soir même à 21h, en plus des fois on arrive à 21h, 21h30, tu vois. Donc la vidéo elle est sortie. C'est la vidéo de la veille. Je prépare, voilà c'est ça, l'étape de la veille. Donc du coup là je m'organise pour la vidéo du lendemain. Du coup je fais, une fois que tout est sur mon ordinateur, il faut tout mettre sur le logiciel, donc tu le sais c'est un peu long à faire. Donc une fois que ça s'est fait, là je peux prendre le temps d'aller prendre ma douche, d'aller boire une bière et de discuter avec les gars. Des fois ça s'est un peu fait dans le désordre, mais en gros j'essaie de faire ça comme ça. Et une fois que tout le monde est au coucher, parce que pareil, moi YouTube c'est génial, je m'amuse trop, je m'éclate, mais je refuse que ça empiète sur ma... Tu sais, je suis quelqu'un de... J'adore discuter avec les gens, j'adore faire la fête, j'adore être avec les gens. Et moi, je veux pas que YouTube dise non, c'est bon, je sors pas avec vous parce que je dois faire une vidéo sur YouTube. Tu vois, je veux pas que ça prenne le. J'ai qu'à mieux m'organiser. Mais tu vois, genre quand on s'est vu à Bangkok, la vidéo était programmée et c'était hors de question que je refuse une soirée avec toi, avec Enzo, avec Théophile et tout. C'était hors de question juste pour faire une vidéo, tu vois. Du coup, il faut juste organiser. Donc du coup, une fois que tout le monde est couché, donc souvent vers 22, 23 heures. Ça y est, je me mets devant mon ordinateur, je suis propre et je suis prêt à faire une vidéo. Il y a 2h30 de rush et il faut que je fasse une vidéo. Et voilà. Et la plupart du temps, j'étais couché à 3-4 heures du matin. La vidéo, tac, elle est programmée pour le lendemain 21h. Je vais me coucher. Souvent, j'ai même pas pris le temps de regarder où est-ce que j'allais dormir. Alors, des fois, je me suis retrouvé à dormir par terre, sur les canapés du mess. Tu sais, t'as les salles télé aussi dans les casernes, donc souvent, je dormais là à l'arrache, tu vois. Et après, c'était reparti. C'est eux qui me réveillaient et qui me disaient, allez, on est reparti. Et là, on était parti et je filme. Et des fois, je galérais tellement avec la Wi-Fi des casernes. C'est des fois, on passait par des petits villages, il n'y a pas beaucoup d'internet. Et ben, que je me retrouvais sur les étapes à attendre le coureur avec l'ordinateur allumé, partage de connexion avec mon portable pour mettre la vidéo que j'avais finie la nuit pour la mettre en ligne pour le soir même, tu vois. C'était une course infernale, mais ça m'a appris tellement de choses. Et tu vois, au final, j'ai fait environ entre 45 minutes et 1 heure de vidéo par jour de son aventure, donc du début jusqu'à la fin. Donc forcément, il est passé par des phases hardcore, tu vois, où le mec, il souffre beaucoup. Pareil, là, je filmais, je l'aidais, mais j'essayais de filmer un maximum. Je posais la caméra, j'essayais de faire les choses bien. Et du coup, mon audience, elle a adoré parce que c'était un voyage humain, tu vois. Tu vois la personne qui part de Marseille pour aller à Paris. On fait plein de rencontres, il nous arrive plein de trucs. Des fois, tu sais, il avait des blessures et tout. Il faut s'organiser pour manger, pour dormir et tout. C'était super. Et tu vois, tout ça, je l'ai partagé sur ma chaîne YouTube. Donc maintenant, j'ai un mode de vie très archaïque et j'ai besoin de rien, en fait. Tu me donnes un peu une prise, un vieux tapis et c'est bon, je suis heureux, tu vois. Et ça, je pense que c'est ce qui fait aussi la force de la chaîne. Et le fait d'avoir ce livre, bah, tu vois, tous les gens que j'ai rencontrés sur le parcours, il y a beaucoup de pompiers qui sont déjà pompiers, et plus ou moins anciens, et eux, je peux pas leur vendre un programme d'entraînement. Par contre, à tout le monde, dès que j'ai dit que j'avais écrit un livre et qu'il allait bientôt sortir, ils m'ont tous dit « Ah bah, tu nous diras quand il est sorti. » Parce que les gens, ils m'entendent parler et ils veulent savoir mon histoire. Donc du coup, le livre, je peux leur vendre là, et j'en aurai toujours un sur moi, je pourrais leur montrer, tu vois. Et je pense que ce sera beaucoup plus facile à vendre qu'un programme d'entraînement. C'est ça mon point de vue sur le livre. Plus cohérent avec ton contenu. Voilà. Et puis le programme d'entraînement, c'est un plus parce que les jeunes, ils ont besoin de s'entraîner. Et il n'y a pas de programme pompier, tu vois, aussi complet que je l'ai fait. Tu sais, dans les pompiers, tu as de la natation,
T'as du sport, t'as de la course à pied, et puis t'as de la musculation. Et j'essaie de faire un programme complet, évolutif, tout ça sur plusieurs mois. Et ça n'existe pas sur le marché. Donc j'ai créé ça parce que les jeunes qui cherchent un programme pour devenir pompier, bah, au moins ils tombent sur moi, tu vois. Il y a 3 questions que je pose à tout le monde à la fin de ces podcasts. Yes. La première question, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Ouais, des livres, il y en a plusieurs. Après que je recommande, je recommande pas forcément parce que c'est vrai que je parle pas beaucoup de lecture avec les gens qui me suivent, en sachant que j'ai une audience, tu vois, pareil quand je parlais de la création de mon livre, mon audience elle me disait moi je lis pas, mais par contre je ferai l'effort d'acheter ton livre. Tu vois, c'est intéressant. Et moi, quand j'étais jeune, pareil, je lisais pas. Les pompiers ne lisent pas beaucoup. Par contre, il y a un livre, moi, qui m'a changé, qui a changé un peu ma vie. Mais ça n'a rien à voir avec le marketing, hein, donc je vais décevoir ton audience. Ah, vas-y. Mais c'est Into the Wild. Into the Wild, donc il y a le film qui est sorti, je crois que c'est dans les années... Krakauer, c'est ça? Ouais, John Krakauer. John c'est ça. Krakauer. Donc, Qui a aussi, est-ce que tu as lu son bouquin sur l'Everest? Into Thin Air? ouais, je l'ai lu aussi, c'est génial. C'est génial. C'est génial. Ouais. Donc explique pareil, un petit peu il en Into parle. the Wild pour les gens qui n'ont pas vu le film. Donc Into the Wild, à la base, c'est un film. Enfin, non, à la base, c'est l'histoire d'un homme. Et en fait, c'est un homme qui est parti en Alaska. Il avait 23 ans, je crois, Alexandre. Enfin non, il s'appelait pas Alexandre. Christopher McCandless. Alexander, c'était son nom de voyage. Il part à l'aventure, c'était aux États-Unis, il part à l'aventure, il quitte tout. Donc à 23 ans, il déchire sa carte bleue. C'était dans les années 90. Il déchire sa carte bleue, il part à l'aventure, un peu fuck le système et je fais ma life. Tu vois, je vis mon aventure, je vis ma vie. Ça aurait été un bon digital nomade d'ailleurs à notre époque. Et donc il part à l'aventure et son objectif c'est d'aller en Alaska pour s'isoler du monde et vivre à la belle étoile, quoi. Donc du coup après il tombe sur un bus abandonné et il dort dedans en Alaska et du coup bah, l'histoire est tragique parce qu'il décède de ses mésaventures. Après on ne sait pas trop exactement comment il est décédé, mais dans le film et dans le livre il s'est empoisonné à cause des plantations qu'il a mangées en fait. Parce qu'il mange des plantations, il lisait des livres pour se nourrir et a priori il aurait mangé un poison. Ce qui fait qu'il a été retrouvé décédé quelques jours plus tard. Et de ça, c'est suivi une grande histoire dont je suis fan, parce que moi j'aime l'aventure. Et en fait, John Krakauer, qui lui est journaliste, qui bosse pour un magazine un peu d'aventure aux États-Unis, tombe sur un article dessus, mais un article bidon, genre un voyageur est mort en Alaska, tu vois, un truc tout pourri. Et lui, il décide d'en faire un article pour son magazine. Le magazine pour lequel il bossait. Et du coup, l'histoire l'a fasciné et il s'est dit, je vais enquêter. Il a commencé à enquêter dessus, donc il a fait un bel article. Et après, il s'est dit, ça mérite beaucoup plus qu'un article. Et il s'est dit, je vais faire un livre. Et dans ce livre qui s'appelle en français Voyage au bout de la solitude, il raconte l'histoire donc de cet homme, Christopher McCandless, mais à travers son regard aussi, parce que lui aussi, c'est un aventurier qui a fait donc l'Everest et il se reconnaît à travers ce personnage. Donc du coup, il partage beaucoup de son histoire. Donc du coup, le livre, il est intéressant pour ça. Et après, Sean Penn, donc, l'acteur, réalisateur et producteur américain, lit le livre, il tombe amoureux du livre et décide de faire un film. Et ce film, c'est Into the Wild. Et donc moi, j'ai vu le film à la base. Donc je suis tombé amoureux du film, la bande-annonce, j'étais scotché, j'étais à fond et je me suis dit, waouh, ça c'est, je sais pas, c'est un peu l'appel, tu sais, ça m'a appelé en fait. Ouais. Ça fait waouh. Du coup, j'ai vu le film, je l'ai vu 5 fois au cinéma, tu vois, je vais aller voir. Dès que je sortais de la salle, j'allais le revoir. Après, je l'ai vu plein de fois en DVD, tout ça. Puis après, j'ai lu le livre et le livre, je le trouve vraiment bien parce que c'est top, quoi. C'est l'histoire de cet homme, pourquoi il est parti, qu'est-ce qu'il avait dans la tête et je trouvais ça fascinant, quoi. Donc ça serait un des livres qui m'a le plus inspiré pour la vie que je mène maintenant parce que après avoir lu ce livre, je suis parti faire le GR20 en Corse. Le GR20, c'est une grosse randonnée qui traverse la Corse. Je suis parti en solitaire. Pareil, c'est une randonnée réputée pour être difficile. Et donc, du coup, je suis parti avec un sac à dos et j'ai fait toute la traversée en solitaire. J'ai mis 9 jours. C'était en août. Je ne sais plus quelle année, 2007, quelque chose comme ça. Puis après, ma vie, j'avais qu'une envie, c'était de vivre des aventures, quoi. Donc ça serait vraiment un livre que je conseillerais pour les gens qui rêvent un peu d'aventure. Après,
J'en citerai qu'un pour côté marketing, c'est le livre d'Olivier Roland. Tout le monde n'a pas eu la chance de réussir sa vie. C'est vraiment un livre que j'adore parce que je trouve qu'il est bien écrit et condensé. Il y a tout dedans en fait non, c'est tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. De rater ses études. Pardon. Ouais. Autant pour moi. Il y a des cheveux qui ont dû se dresser là, ceux qui m'écoutaient. Mais ouais, et ce livre-là, je le trouve vraiment bien, le livre d'Olivier Roland. C'est vraiment un bon livre pour ceux qui veulent se lancer. Et après, un troisième, je dirais Le Manuel du Guerrier de la Lumière de Paulo Coelho. Pareil, je sais pas si tu connais Paulo Coelho. Je connais que L'Alchimiste. Voilà, c'est à peu près le même genre, sauf que là, Le Manuel du Guerrier de la Lumière, c'est plus un recueil avec chaque page, en fait, c'est une petite histoire. Et je trouve que c'est pareil, ça parle de légendes personnelles, c'est très poétique et c'est très... ça te prend pas trop la tête, je trouve que c'est facile à lire et c'est vraiment bien, tu vois. À l'image de L'Alchimiste, ouais. C'est à peu près les livres qui ont un peu fait mon éducation, quoi, avec lesquels j'ai grandi. Ok. C'est intéressant. Et moi, je rajouterais du coup tout finir, parce que je l'ai mentionné rapidement, mais en le teasant un petit peu pour les gens qui nous écoutent. C'est un autre bouquin de Krakauer qui, pour le coup, raconte sa propre histoire. Donc, Ouais. dans Into the Wild, il raconte l'histoire de quelqu'un d'autre en mode journaliste. Et là, il raconte sa propre histoire d'une expédition pour aller au sommet de l'Everest qui tourne mal. Et lui, il était dedans et il essayait un petit peu de démêler ce qui s'est passé, Ouais, c'est ça. parler aux Ouais. différentes personnes. Et ça fait partie de ces livres où c'est vraiment... tu vois ce que c'est que quelqu'un qui sait vraiment extrêmement bien écrire. C'est-à-dire que t'es dedans, quoi. T'es là, t'es dans leur aventure. Moi, ça fait partie de ces trucs, tu vois. Je m'intéresse pas particulièrement à l'alpinisme, mais je rentre dans une histoire comme ça et je suis scotché par la manière dont le mec peut te transmettre les enjeux, tu vois. Et au moment où ils sont là, t'as exactement compris de combien de temps ils ont, la géographie du truc, combien de temps ils ont pour revenir, à quel moment et quelles sont les décisions qui vont être clés. Et t'as compris tous les enjeux, t'as compris les personnages, tu t'attaches à des gens qui sont... Même au moment où tu lis, ils sont morts depuis longtemps, au moment où tu lis le livre, mais t'es à fond dedans. Et vraiment un grand auteur. Moi, j'ai lu les deux d'affilée. Je me souviens plus par lequel j'ai commencé. Il me semble que j'ai commencé par Into the Wild et j'ai enchaîné les deux en me disant, waouh, tu vois, je vais trouver un nouvel auteur fétiche, quoi. Mais tu vois, c'est marrant. Tu vois, j'aurais pas pensé ça de toi, en fait, que t'étais fasciné par une telle histoire. Et c'est vrai que les histoires d'aventure, à la base, moi, c'est ce qui me fait kiffer parce que ouais, c'est l'aventure, quoi. Le mec, il se dépasse et il y a le côté sportif, le côté voyage, le côté rencontre, le côté chance aussi. Et tout ça, c'est c'est des livres, pour moi, c'est des livres qui m'inspirent beaucoup. J'ai lu beaucoup de livres qu'on voit à la télé, Mike Horn. Donc Mike Horn, qui passe beaucoup à la télé maintenant, qui est maintenant très connu en France parce qu'il présente des émissions d'aventure. Mais à l'époque, il n'était pas connu et la seule chose qu'on pouvait lire de lui, c'était des livres. Moi, j'allais à la Fnac, il y avait que des livres de Mike Horn dans le rayon aventure. J'étais fasciné par tout ce qu'il a fait. Il a fait le tour du monde en suivant la ligne équatoriale, tu vois, sans dépasser de 50 km, tu vois. C'est-à-dire que son objectif, c'était de suivre ça en marchant, hein, sans moyens motorisés. Et il a suivi ça, et donc du coup, il est passé par l'Amazonie, par plein de trucs. Il est arrivé plein de galères, et pareil, c'est dans un livre, c'est génial. Et moi, pour moi, après, chacun, tu vois, il y en a qui aiment plus les romans policiers, tout ça. Bah, moi, c'est plus les romans d'aventure. Et c'est pour ça que dans mon histoire, j'ai vécu quelques aventures. J'ai fait des courses longue distance, tu vois. J'ai fait la Diagonale des Fous, je sais pas si tu connais, c'est traverser la Réunion. Ouais, traverser la Réunion en courant, que j'ai fini en galérant en 65 heures. Et pareil, ça aussi, ça me tient à cœur de le raconter. J'ai fait l'ascension du Mont Blanc, du Kilimandjaro. J'ai fait le tour de la Californie en vélo. J'ai fait le tour de Taïwan en stop. J'ai fait le tour de la Nouvelle-Zélande en stop aussi pendant 6 mois. J'ai fait plein de trucs comme ça, travailler en Nouvelle-Zélande. Et je me disais, c'est cool, ça serait cool de partager tout ça à mon audience, tu vois. Et je partage ça avec le côté aventure, le côté dépassement de soi, le côté sport, voyage, rencontre et mes doutes aussi, parce que c'est très important. J'ai pas tout le temps été sûr de moi. Au début, il y a pas mal de doutes. Tu te retrouves tout seul devant ta montagne qu'il faut gravir, le Kilimandjaro, le Mont Blanc. Tu regardes en haut et tu te dis, putain, il faut que j'aille en haut. J'étais content, j'en parlais à la caserne. Mes copains, ils me disaient, ouais, t'es fou. Donc toi, t'es content parce qu'on parle de toi. Puis après, tu te retrouves devant ta montagne et tu te dis, putain, là, il faut que j'y aille. Sauf qu'il y en a qui ont suivi le même chemin et qui sont jamais revenus, tu vois. Donc, des fois, tu te mets à douter. Et t'y vas, et ça se passe bien, tu redescends, et puis c'est la fête parce que t'as fait un truc de ouf, et puis t'en parles toute ta vie, tu vois, c'est génial, tu vois. Donc c'est pour ça que j'incite beaucoup mon audience à
à réaliser leurs rêves, à se dépasser, à faire les choses, peu importe quelle chose c'est, tu vois, parce que t'as des gens, ils vont vouloir faire des choses plus théoriques et d'autres plus pratiques, mais on s'en fout, le but c'est de faire les choses, des choses qui tiennent à cœur, et moi je suis très... réalisez vos rêves, quoi. Réalisez vos rêves, peu importe votre rêve, réalisez-le, faites les choses. Et il y en a beaucoup qui m'envoient, j'aimerais me lancer sur YouTube aussi, tu vois, quelques personnes, mais ça coûte rien de se lancer sur YouTube. Et comme dit Olivier Roland, il y a personne qui regarde ta première vidéo. On s'en fout, fais-le, et puis amuse-toi, quoi. Question suivante. Si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Ça, c'est une question, comme tu la poses dans tous tes podcasts, et j'y ai pas mal réfléchi. Et la chose, je pense pas que ça va surprendre grand monde, mais il y a 20 ans, je suis né en 87, donc c'était en 2000, enfin, quand j'avais 20 ans, c'était en 2007. Et en 2007, c'est l'année où j'ai créé ma chaîne YouTube. Donc YouTube est arrivé en 2006 ou 2007 en France. Et moi, fin 2007, j'ouvre ma chaîne YouTube. Et quand je regardais ça, je regardais les gros YouTubeurs et je regarde Cyprien et il a ouvert sa chaîne quelques mois avant moi, parce que moi j'ai ouvert en décembre. Donc à l'époque c'était Monsieur Dream qui s'appelait comme ça. À l'époque c'était il Monsieur faisait vraiment Dream, des vidéos genre dans sa chambre d'étudiant avec une webcam en 4 tiers. Ouais, j'adore regarder les anciennes vidéos. Genre tu vas voir Norman fait des vidéos quand il a commencé. C'est génial. Ils avaient un groupe avec Hugo tout seul qui s'appelait le Velcro. Et tu les regardes et ils ont 15 ans. C'est génial. C'est génial. Et puis nous, quand ils avaient 15 ans, on avait 15 ans. Tu vois, on a à peu près, enfin moi j'ai à peu près le même âge qu'eux. C'est un peu, c'est un peu, lui je sais pas, il doit avoir 30 ans, 30, 31, 32, 33, quelque chose comme ça. Moi je vais sur mes 32 et en fait en 2007 c'était le tout début de YouTube. Et quand je regarde la chaîne de Monsieur Dream, de Cyprien, je regarde à propos et je vois que sa chaîne, il l'a créée quelques mois avant moi. Et c'est le numéro 1 en France, tu vois. Enfin, maintenant, le numéro 2, parce qu'il y a Squeezie devant. Mais du coup, je me dis que finalement, on est parti d'un même point. Le point, il faut cliquer sur 3 boutons pour créer sa chaîne YouTube, tu vois. Qui, à l'époque, n'était même pas une chaîne YouTube. C'était juste un compte pour uploader des vidéos sur un site qui s'appelait YouTube, quoi. Et je me dis que, en fait... j'aurais su ce que j'ai vécu maintenant, dès ce moment-là, j'aurais commencé à faire de YouTube ma vie, tu vois. Je me serais dit, allez, je publie quotidiennement, peut-être pas quotidiennement au début, parce que ça aurait servi à rien, parce que personne aurait regardé les vidéos, mais quoique, j'aurais posté quotidiennement et dans l'objectif de devenir... tu sais, de devenir le number one, tu vois, je sais pas, ça aurait été un beau challenge. Parce qu'en 2007, si tu retournes en 2007 avec le savoir de maintenant, donc là, j'avais 20 ans, putain, t'es une star, quoi. Tu connais les algorithmes et en plus t'en connais même mieux que les algorithmes parce que tu sais comment les algorithmes ils vont évoluer. Les n'ont même pas encore été inventés. Donc tu vois ce que je veux dire, si j'avais ce savoir-là, je ferais ça, je commencerais à faire une vidéo par jour en 2007. Surtout qu'à l'époque j'étais pompier de Paris. Donc les vidéos que je faisais, j'ai fait quelques vidéos quand j'étais pompier de Paris. Je me filmais sur intervention, chose que t'as pas le droit de faire. Tu vois, tu fais maintenant, tu te fais virer, tu vois. Mais sauf que YouTube à l'époque, comme ça n'existait pas, personne ne savait. Donc du coup, tu vois, il y a un gros feu d'appartement. Moi, j'arrive avec ma petite caméra et je me filme en train qu'on arrive sur l'intervention, tu vois. Après, je mets ça dans ma tenue de feu, je fais l'intervention, puis arrive à la caserne, je fais un petit montage, je le mets sur YouTube pour le montrer à mes collègues. Et c'est comme ça que ça a commencé en fait. Du coup, forcément avec le temps, ces vidéos ont fait le buzz parce que c'était un pompier qui se filme sur intervention, qui vlog en fait sur intervention, sur feu, tu sais, c'est complètement ouf. Et je me dis qu'à l'époque, j'aurais peut-être plus fait des vidéos. Je raconte mes journées de garde, mais à la maison. Tu vois, parce que ça, personne n'aurait trop pu rien me dire, je pense, parce que si tu donnes pas trop de détails, tu sais, tu peux faire des vidéos quotidiennes comme ça en racontant un peu tes gardes, tes petits, ce qui se passe un peu dans la caserne, tout ça, chose qui intéresse beaucoup les gens maintenant. Et je pense que ça aurait bien marché, mais bon, après, tu peux pas refaire le monde. Mais c'est intéressant de se dire qu'en 2007, je suis parti en même temps que Cyprien, qui maintenant... C'est toujours la même chaîne que tu as t'as créé une nouvelle chaîne entre-temps ou c'est toujours la même chaîne où on voit qui a commencé en 2007? C'est toujours la même chaîne. Si vous allez sur mes toutes premières vidéos, vous verrez des vidéos de moi en tenue de pompier en train de descendre la perche de feu. Et après, tu vois, pareil, quand j'ai commencé à faire les aventures, donc c'était en 2011, je suis parti faire la Diagonale des Fous à La Réunion. J'ai traversé La Réunion en courant. Du coup, j'ai fait une vidéo et je crois que je suis le premier à avoir fait ça en format vlog où je me filme pendant la course et je parle à la caméra.
Je raconte un peu, c'est dur. À un moment donné, je me mets à pleurer parce que j'en peux plus et que je crois que je vais pas y arriver. Et je partage vraiment ça inside, en fait, un vlog. À l'époque, ça se faisait même pas les vlogs en plus. Et quand j'ai posté ça sur YouTube, c'était pour moi. Et j'organisais même une soirée. C'est marrant parce que je leur ferais bien ça, tu vois. Tu organises une soirée où tu balances sur écran géant ton aventure et que les gens, tes potes, ils viennent, c'est l'occasion de boire une bière et puis de partager un moment ensemble. Et donc, du coup, je faisais ça. Et donc, du coup, tu vois, les vidéos, ça me tenait, dès le début, ça me tenait très à cœur. Et puis après, j'ai arrêté. Mais et puis, du coup, j'ai repris et j'ai juste changé le nom de ma chaîne parce qu'avant, elle s'appelait Vincent Guyard. Et maintenant, elle s'appelle Vincent Firelife. Ce Firelife, c'est le côté la vie de feu, la vie de pompier, qui veut dire la vie de pompier. Mais maintenant, comme je dis tout le temps Firelife, c'est un peu dès que je fais quelque chose un peu où je me dépasse, où je vais à fond, je dis ça c'est l'esprit Firelife, tu vois, j'ai repris le mot Firelife je me le suis approprié en fait. Troisième question, est-ce que tu as une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit? Il y a une citation que j'aime beaucoup et en fait je l'ai entendue dans une vidéo Mamie Twink que j'aime beaucoup aussi. Mamie Twink, il partait en exploration et je me rappelle plus comment il s'appelle. C'est tu sais, un mec qui fait des voix qui est très connu dans le monde des animés, qui fait des voix et des voix pour des jeux vidéo. Enfin, le nom, je me rappelle plus très bien. Et il a sorti une citation que j'aimais beaucoup avec sa voix, donc une bonne voix qui prend bien. Et en fait, j'aimais bien la citation: une branche qui tombe fait plus de bruit que toutes les forêts du monde qui poussent. Et ça, j'aime beaucoup cette situation. C'est-à-dire t'as toutes les forêts du monde qui poussent. Enfin, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Toutes les forêts du monde qui poussent, ça fait pas de bruit, une forêt qui pousse. Par contre, une branche qui tombe, ça fait plus de bruit que tout ça. En fait, cette citation, tu peux la dériver pour plein de choses de ta vie. En fait, c'est moi de ma vie de youtubeur. Euh, un commentaire négatif, ça te fera plus de mal que tous les commentaires positifs, tu vois. Tu vois, tu peux faire tu peux l'analyser sur plein de termes comme ça. Et moi, ça me fait beaucoup réfléchir. Genre, quand tu écris un livre, tu fais pas de bruit. Donc, tu es en train de faire quelque chose qui fait pas de bruit. Et quand tu es sur YouTube, tu fais du bruit, tu fais parler de toi, tout ça, tout ça. Et du coup, je sais pas, cette phrase, elle me fascine, tu vois. Et c'est tellement vrai qu'une branche, quand elle tombe, tout le monde la regarde, tout le monde, ça fait du bruit. Et puis, les autres qui travaillent en silence, bah, on le voit pas. Et finalement, c'est quoi le plus important, tu vois, c'est intéressant. Ça me fait beaucoup cogiter, en fait. Ok. Écoute, Vincent, dis-nous où est-ce que les gens peuvent te retrouver pour en savoir plus sur ton travail. Bah, mon travail, ça se passe sur Vincent Firelife, c'est ma chaîne YouTube, et ça se passe que là. Je travaille vraiment sur ma chaîne YouTube en priorité, hein, vous l'avez pu l'entendre. Après, il y a mon Instagram, c'est Vincent Firelife aussi. L'arrobas, c'est PO3SY, Po3I, en référence à la poésie. Et donc, du coup, c'est les deux réseaux que je développe le plus. Après, ça aussi, c'est super intéressant parce que j'ai Facebook, j'ai une page Facebook, pareil, Vincent Firelife, méthode Guyard, parce que c'est associé aussi à mon programme d'entraînement. Et la page Facebook marche beaucoup plus que le reste. Enfin, genre, la semaine dernière, j'ai gagné 500 abonnés. Je sais même pas pourquoi, parce en fait, je partage des vidéos. Enfin, j'ai délégué à une abonnée qui s'occupe de la page Facebook, qui s'appelle Amélie. Et je lui ai dit, mets une vidéo chaque jour de pompiers. Des fois, tu as des incendies, tu as des vidéos courtes qui peuvent faire un peu le buzz. Et des fois, elle met des vidéos, mais ça cartonne, ça fait des 2000, 3000 partages. Ouais. Et la semaine dernière, elle a partagé une bataille géante de sapeurs-pompiers. Tu sais, ils sont tous là, ils se font une grosse bataille géante. C'est filmé avec un drone et tu vois plein de camions de pompiers. Et cette vidéo, elle a été partagée, je sais pas, 2000 fois. Tu vois ce que je veux dire? Alors que c'est une vidéo toute pourrie à la base. Donc, tu comptes miser sur Facebook pour grossir ça un peu? Bah, Facebook, je me dis, c'est un peu comme... Ça t'intéresse pas trop? C'est juste, ouais, ça m'intéresse pas, parce que... Mais ça permet aux gens Les gens, ils aiment bien aimer une page pour être au courant, et pas forcément... Tu sais, ça dépend, t'as des gens qui sont à fond YouTube, il y a des gens qui sont à fond Facebook, il y a des gens qui sont à fond Instagram. Donc je pense qu'il faut être sur les trois réseaux. Je suis sur Twitter aussi, mais Twitter, c'est juste pour partager des mèmes à la con, tu vois. C'est juste pour rigoler que je vais sur Twitter, voir les clashs. Twitter, c'est vachement intéressant pour voir ce qui se passe sur YouTube, en fait. Je suis abonné à tous les YouTubeurs, donc du coup, dès qu'il y a un petit drama, tu sais ce qui se passe, et c'est bien un peu de se tenir informé, tu sais, juste pour savoir, pour comprendre un peu la psychologie derrière tout ça, parce que moi, je vis de ma chaîne YouTube, mais il y a plein de gens qui en vivent, et c'est bien de savoir un peu comment chacun procède. Donc Twitter, c'est bien pour ça, mais ouais, principalement sur YouTube et Instagram. Ouais, Instagram, c'est plus pour montrer ma vie, ce que je fais. Voilà, c'est plus pour le délire. Cool.
Comme toujours, tous les liens vers les ressources de Vincent seront dans la description de l'épisode et puis sur l'article, sur le site qui correspondra à ce podcast. Merci beaucoup, Vincent, d'être passé à partager sur ton histoire, ta chaîne, ton parcours, ta vision. Merci Stan pour cette interview. C'était vraiment cool d'échanger avec toi. C'est vraiment sympa de pouvoir voir un peu notre vision du monde. Et puis voilà, puis à la prochaine autour du monde. Je pense que je vais retourner en Thaïlande bientôt, donc ça sera peut-être l'occasion de se rencontrer. Avec plaisir. Et puis voilà, continue ce que tu fais. J'adore vraiment ton contenu. Et pareil, je trouve que tu inspires beaucoup de monde et c'est génial d'avoir une telle force, parce que c'est pareil, tu t'arrêtes jamais, tu continues. Yes. Ouais, dis-nous quand tu passes. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Avant de terminer, 2 petits appels à l'action. Le premier, c'est un appel à l'action extrêmement classique, les évaluations iTunes. On a récemment repris les épisodes de manière sérieuse et maintenant, on va vraiment avoir un épisode par semaine, en tout cas sur les prochains mois. Si vous avez apprécié cet épisode avec Vincent et cette approche du podcast de conversation, rendez-vous sur iTunes ou la plateforme de podcast que vous utilisez, Spotify, Google Podcast, etc. Et laissez-moi une évaluation. 5 étoiles de préférence, mais bon, si vous avez trouvé que c'était nul, laissez-moi 0 étoile et dites-moi que je devrais plutôt interviewer Maxence Rigotier, que j'aime bien d'ailleurs, c'est une blague. Les évaluations iTunes aident bien sûr sur le référencement du podcast qui aujourd'hui se porte bien sur iTunes grâce à votre soutien là-dessus. Et les gens continuent à me laisser des évaluations et ça me permet de continuer à toucher un tout nouveau public sur iTunes, le podcast de continuer à se développer. Ça me permet d'être peut-être un peu plus sérieux sur l'enregistrement des épisodes ou un peu plus régulier sur la publication. Si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, les évaluations, c'est aussi un baromètre que je tiens du fait de me dire tiens, le podcast, ça intéresse vraiment des gens et ça leur tient suffisamment à cœur pour aller laisser une petite évaluation. Donc faites-le si vous ne l'avez pas encore fait. Deuxième petite chose dont j'avais déjà parlé la semaine dernière, c'est que un des grands projets de l'année 2019 sur Marketing Mania, ça a été de développer un programme de coaching. Je voulais avoir la possibilité de vous accompagner de manière beaucoup plus directe, de pouvoir vous dire, voilà, si ça vous intéresse, ben, vous aurez un coach et on travaillera avec vous sur votre business directement au téléphone dans des appels privés. Donc, c'est le programme de coaching qui se trouve à l'adresse marketingmania.fr/coaching. Avec nos clients, on travaille grosso modo sur les choses sur lesquelles nous, on est déjà fort, c'est-à-dire le positionnement et la création de contenu. Deuxièmement, la capture d'abonnés email, donc la conversion. Et troisièmement, la vente via l'email ou via les pages de vente. Si c'est des projets que vous avez aujourd'hui sur la table ou votre projet du plan de ce trimestre, c'est de vous dire, OK, je veux travailler sur mon contenu ou je veux travailler sur la capture ou je veux travailler sur la vente et que vous auriez envie d'avoir l'avis d'un expert qui peut injecter des compétences qui viennent directement de Marketing Mania et les mêmes techniques que nous, on utilise en interne pour lancer nos produits dans votre business, vous pouvez vous rendre sur marketingmania.fr/coaching, prendre un appel stratégique. L'appel stratégique, c'est gratuit, c'est une occasion de parler de votre projet, de là où vous en êtes, de ce que vous allez faire ensuite. C'est un moyen pour nous de comprendre si on peut vous aider. C'est un moyen pour vous de comprendre ce qu'on peut vous apporter. Donc, c'est un échange, c'est gratuit, il n'y a pas d'engagement. Il y a juste un petit questionnaire à remplir à l'avance pour que le coach puisse se préparer à votre conversation. On peut accompagner des gens qui ont déjà des business bien établis. Si vous avez déjà un business qui tourne bien et que vous avez envie de booster un de ces 3 canaux, le contenu, la capture d'email, la vente par copywriting, alors on peut vous aider avec l'injection de toutes ces techniques que nous on a. Si vous démarrez, si vous êtes vraiment sérieux à plein temps sur votre projet ou que vous avez passé énormément de temps et que vous êtes prêt à mettre un gros coup d'accélérateur, on peut aussi vous aider. Il y a aussi une formule qui s'applique à cette situation. Dans tous les cas, les 3 forces de Marketing Mania, le contenu, la capture et la vente, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez actuellement. Je vous encourage à contacter un coach sur marketingmania.fr/coaching. Si vous avez le moindre question, il y aura aussi une adresse email sur cette même page où vous pouvez poser vos questions et vous aurez des réponses très rapides de la part des gens qui s'occupent directement du coaching et qui sauront vous dire ce qu'ils en pensent par rapport à votre situation et si ça peut être adapté ou non à votre situation. Parfois, c'est trop tôt. Parfois, c'est pile le bon moment. Parfois, on n'est simplement pas la bonne personne pour vous aider par rapport au projet que vous avez. C'est marketingmania.fr/coaching. J'arrête ici mon épisode et je vous dis à la prochaine semaine pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania.